La fameuse vidéo que t'as faite, Sur la qui a fait, cigarette. qui a fait Ouais. plus de 1 million de vues, Ouais. qui t'a rapporté pas mal d'abonnés C'est ça. sur Instagram, sur TikTok, t'as dépassé les 100 000 abonnés au total. Mais en fait, si je suis honnête, et je me le suis vraiment fait la réflexion hier, je suis un putain de peureux de plein de choses. Que le relationnel, c'était génial, en fait. Que c'était un jeu. Mm. Qu'il y avait vraiment un jeu dans le relationnel. Il arrive sur scène, il a une clope au bec, il va pour se l'allumer et ça réagit dans le public. Et il dit, bah quoi, ça vous étonne? Bonjour à tous et bienvenue sur StartPod, la voix des entrepreneurs de demain. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir un invité de prestige qui se nomme Seram, coach en prise de parole. Bienvenue à toi, Seram. Merci Baptiste. Ravi Merci que tu beaucoup. sois parmi nous sur ce podcast. Ravi également. Merci beaucoup Baptiste. Très content d'être là. Avec grand plaisir. Bon, raconte-nous un peu du coup ton parcours, qu'est-ce qui en est concrètement, comment t'es passé de l'enfant que t'étais à l'homme que t'es aujourd'hui. Wow, c'est grosse question, mais il y a plein d'étapes. Je peux te faire, si tu veux, les grandes lignes et après tu choisiras le tiroir que tu veux ouvrir. Dans l'idée, j'ai commencé par des études de droit, après avoir été plutôt un peu littéraire, j'aimais beaucoup les langues. J'ai fait 5 ans de droit, donc je suis juriste, j'ai fait des études en droit de la concurrence, droit européen. Ok. Je sais pas si ça te parle le droit de la concurrence ou Un pas. petit peu. Ok, Très on y léger. reviendra si Ouais, tu veux. ouais, bien sûr. Et notamment pendant ma dernière année de droit, j'ai fait une première année en théâtre au Cours Florent. Et à l'issue de ça, se posait un peu la question de est-ce que je passe le barreau ou pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, pendant ma dernière année, j'ai fait et le Master 2 et une première année de théâtre. Viens, je continue en théâtre, j'essaye de voir ce que ça donne et surtout, je termine la formation que j'ai commencée. Mhm. Et donc à ce moment-là, j'ai continué en théâtre, j'ai fait 3 ans de théâtre. Et pendant ma dernière année, il se trouve qu'on m'a parlé des concours des écoles nationales. Et là, en fait, j'ai passé le concours du CNSAD, qui est le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, petit nom à rallonge. Wow. Et en fait, j'ai réussi ce concours, qui est un gros concours, où on est 2000 au départ, on est 30 à la fin. Donc c'est plus que médecine, enfin c'est fou un peu. Et donc j'ai eu cette chance-là. Et là, j'y ai passé 3 ans. Et pendant ces 3 années-là, j'ai découvert plein de choses liées à la voix, à la respiration, au corps, à la présence sur scène, à comment on gère un petit peu tout ça. Et en fait, pendant ces années-là, j'ai réalisé que le lien entre tout ce que j'avais fait, c'est-à-dire les études de droit, où j'avais fait des concours d'éloquence d'ailleurs, Mhm. et les études plutôt liées à l'art dramatique, le théâtre, eh bien le lien entre tout ça, c'était justement la prise de parole en public. Ok. Et rapidement, au départ, j'ai aidé des potes qui avaient besoin pour, je sais pas, des potes avocats, pour des plaidoiries ou des amis comme ça. Et puis je me suis rendu compte que c'était un vrai métier, donc j'ai continué à me former là-dessus. Et j'ai eu mes premiers clients dans cette branche-là. Et après, j'ai développé mon activité. Et j'en ai profité pour créer aussi un compte sur les réseaux sociaux qui s'appelle Parle mieux, où je partage plein de tips et plein de conseils sur la prise de parole, l'éloquence, la rhétorique. Donc c'est un petit peu, en quelques phrases, comment je suis arrivé, comment je suis passé, on va dire, de l'enfant à, comme tu disais, l'homme que je suis aujourd'hui. Hmm. Et du coup, par rapport à tout ça, comment t'étais pendant ton enfance? Raconte-nous un peu si t'as eu une enfance facile, compliquée. Euh, Écoute, je crois que j'ai eu la chance d'avoir une enfance, comment dire, une enfance où j'ai été vraiment soutenu par mes parents un peu dans tout ce que je voulais faire. Mhm. Donc ça, c'est vraiment une chance incroyable et j'en ai conscience depuis tout petit, vraiment très très jeune. Mhm. J'ai eu une enfance un peu particulière aussi parce que j'ai grandi avec des parents qui étaient toujours plus vieux, plus âgés que tous mes amis. Pourquoi? Parce que mon père m'a eu quand il avait 50 ans, ma mère elle en avait 44. Pour la petite anecdote, elle était une petite chose perso, mais en même temps ça a des conséquences, on va dire, je pense, sur ma vie derrière. Euh, Quand ma mère a appris qu'elle était enceinte de moi, elle était préménopausée, sous pilule, une trompe en moins, et on allait lui enlever une autre. Et en fait, j'étais pas du tout censé arriver. Ah ouais. Et donc j'ai quand même pop-up, et mes parents étaient très contents de m'avoir, il n'y a jamais eu de souci là-dessus. Et c'est vrai que ça a créé une enfance où je dis toujours, il y a une phrase que j'aime bien, que j'avais mis un jour dans un rap, mais une phrase que j'aime bien, c'est si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Je sais pas si tu connais cette Je citation. connais pas, si tu peux détailler un peu. Bah, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, c'est l'idée que la jeunesse, elle a la force, elle a l'énergie, elle a la vie, la vitalité, mais elle n'a pas l'expérience. Elle a pas le Et savoir. exactement. Et les personnes plus âgées, elles ont le savoir, elles ont l'expérience, elles ont cette sagesse-là, mais elles ont plus autant la vivacité et toute l'énergie qu'il faut. Et en fait, j'ai grandi avec des parents qui étaient donc un peu plus âgés,
et j'ai bénéficié, je pense, de cette maturité-là très jeune. Alors, je sais pas si je me considère ou si on me considérait, mais j'ai grandi un peu avec ça Mmh. et donc avec cette, ouais, je pense une certaine maturité de par, des parents un peu plus âgés. Donc ça a eu des conséquences sur toute mon enfance où très rapidement, j'étais pas forcément le Mmh. mieux avec les personnes pile poil de mon âge. Ouais. J'aimais toujours aller un petit peu au-dessus avec des personnes un peu plus âgées. Et justement, cette différence, bah, ça a joué du coup pendant tes études, collège, lycée et tout. Et justement, ce gap entre bah, du coup cette conscience, ce savoir un peu plus développé de par bah, les parents assez âgés, est-ce que ça a joué du coup sur tes relations quand tu étais petit? Euh, ouais, je pense que ça a pas mal joué, dans le sens où, je te dis, rapidement, j'allais peut-être soit vers des personnes un peu plus âgées, j'aimais beaucoup, par exemple, quand j'étais petit, j'avais envie de rester soit avec mes parents, soit avec des adultes, et Mhm. je détestais les tables des enfants, tu vois. Ok. Moi, je supportais pas d'être à la table des enfants, je disais, mais en vrai, je peux être à votre table aussi, tu vois. Déjà, enfant, j'avais cette envie de me dire, oh, je peux être un grand, tu Mm. vois. Je peux être un grand. Et donc, je crois que j'ai grandi avec cette chose de, ouais, entre guillemets, vivement le moment où tu es adulte, Mm. mais en même temps, j'avais conscience de la chance que c'était d'être jeune, d'être enfant. Je suis toujours jeune, tu vois, mais d'être enfant et d'avoir ce. Ouais, d'avoir une famille, ça, c'est une chose qui compte beaucoup pour moi. Bien sûr. Et puis, un peu. Enfin, tout est ouvert quand tu es enfant, tu Oui, vois, bien sûr, bien sûr. Et puis tu vois les quand tu choses as cette chance-là. différemment en vrai, parce que Ouais. du coup, quand t'as... Moi, je prends l'exemple des gens qui vivent en cité, etc., où bah, leur famille c'est compliqué, ils sont issus d'une grande famille avec des dizaines et des dizaines de frères. Donc malheureusement, bah, t'as cette limite en vrai, tu sais, tu vois pas les choses pareilles que Mm. une personne qui est genre peut-être fils unique, avec Ouais. des parents un peu plus développés intellectuellement, qui ont fait des longues études. Donc c'est vrai que après bon, t'as toujours vécu à Paris. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la vie parisienne quand t'es enfant, etc. Ouais, ouais, ouais. Alors, je peux t'expliquer un petit peu la vie parisienne. De moi, ce que j'en ai connu, en fait, comment dire? Je te fais un peu je pars un peu plus en arrière Ouais. pour t'expliquer le rapport que j'ai eu avec cette vie parisienne. En fait, moi, mes parents donc, ont vécu quasiment toute leur vie à Paris, mais ils venaient pas de France. Mhm. Moi, mes parents sont venus de Tunisie. Mon père avait 17 ans quand il est venu de Tunisie. Bon, ma mère, elle en avait 3, donc en fait, c'est pas elle qui a choisi de venir, mais il se trouve qu'elle est arrivée. Et en fait, la vie parisienne, moi, je l'ai vécue donc, dans l'est de Paris, j'étais dans le 20e toute ma vie. Et j'ai vu tout de suite, moi j'étais dans une primaire qui était, je crois qu'on disait ZEP à l'école, Mhm. zone d'éducation prioritaire. Et en fait, j'étais dès le début avec des gens de tous les endroits, tu vois. Il y avait des gens Mhm. de toute classe sociale, toute religion, Ok. toute nationalité, tout niveau. Il y avait tout qui se mélangeait. Donc en fait, très tôt, j'ai eu une sensation de, ouais, en vrai, enfin, c'est génial de pouvoir rencontrer plein de gens et de Mhm. pouvoir rencontrer plein de choses différentes et que la pluralité, en fait, va t'apporter des choses, tu vois. Ouais, carrément. Et donc, j'ai grandi avec ça. Après, la vie parisienne en elle-même, comme j'étais très conscient, je crois aussi de ça, j'ai senti que c'était un peu un microcosme et qu'il y avait Mhm. un peu un côté, ouais, t'es parisien, tu vois. Et il y en a qui, je sais pas comment dire, t'as un peu je pense pas être, enfin, je pense que je suis un peu un parigo sur des trucs, tu vois, et je dois être un Mhm. peu un cliché de parisien sur plein de trucs, j'en ai bien Mhm. conscience. Mais en même temps, j'avais, je te dis, tellement conscience de ce que c'est, de l'image que les Parisiens renvoyaient, Ouais. que ce soit dans d'autres pays ou que ce soit, et surtout, que ce soit dans le reste de la France, tu vois. Mhm. Et en fait, moi de mon côté, j'avais pas envie d'être, mais ça, on y reviendra, mais j'avais pas envie non plus d'être étiqueté parisien, tu Ouais, vois. Parigo, Donc, ouais, le cliché quoi. Mhm. exactement. Donc, très vite, j'ai été un peu à l'encontre de ça, et bon, j'ai eu mes périodes, voilà, lycée et tout, où je pense que j'étais typique du petit con parisien, Mhm. mais après, j'ai évolué ouais, en voulant me détacher un peu de ça et en me disant, mais en fait, on s'en fout de venir de Paris. Oui, Premier bien sûr. degré, Ouais. je me dis tout le temps, c'est une chance, mais c'est pas un but. Enfin, tu vois, c'est pas Ok. l'objectif, c'est Mhm. pas d'être parisien. C'est pas ça, Oui. genre, l'idée. Ouais, ok. Ouais, ouais, tu peux vivre dans la campagne et mais même moi, pardon, quand tu sais, imaginons, tu dans le sud, Ouais, tu dis: «Ouais, je viens de Paris», ouais, t'es perçu un peu plus différemment. Moi qui ouais, ai ouais, vécu du coup, ce contraste parce que, bah, du coup, j'habite en banlieue ouais, parisienne et d'un coup, je déménage dans le sud, près de Toulouse, vers ouais. Castres et quand tu arrives, tu sais, la plaque de l'immatriculation, c'est C'est ça. 95 et J'allais te dire, tout. l'immatriculation, c'est ce qui joue pas Ouais, mal quand tu voyages, ouais. carrément et Tu tu sens sais, les, tu tu sens sens. les regards en mode: «Attends, lui, il est parigo et tout» et Ouais, en fait, l'image que les Parisiens reflètent, même si c'est pas,
négatif, hein. Ouais, Ça peut l'être tout à fait différemment, mais derrière, ouais, tu cette image, un peu, «Ah, c'est un parigot lui, vas-y». ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, Non, ouais. clairement, Et clairement, clairement. du coup, ouais, par rapport à ça, du coup, donc tu as fait toutes tes études, sur Paris. Ouais, Tu as pu rencontrer énormément de gens ouais, également, on en parlait tout à l'heure dans la ouais, voiture, tu sais, quand tu habites en ville, tu rencontres plus facilement des gens, tu connectes avec plus de personnes parce que, bah, derrière tu as le collège, le lycée, la fac, les ouais, grandes études et tout. exactement, Et derrière, au niveau de tes relations, je sais que les relations priment énormément, surtout, hein, que ce soit dans la vie perso, vie pro. complètement. C'est quoi ton rapport avec les gens par rapport à ça, les relations? Hem, je pense que bah, pareil, en fait, je vais j'aime bien à chaque fois repartir un peu en arrière, mais comme Bien ça, tu as sûr. le contexte. Ouais. Hem, je je crois que pareil, mes parents m'ont vraiment éduqué avec cette idée que rencontrer des gens, c'est une énorme richesse. Mmh. Parce qu'en fait, rencontrer des gens, ça te rapporte plus que gagner de l'argent presque, tu Bien vois? sûr. Et j'avais la chance d'avoir notamment, mon père qui lui était extrêmement, sociable, il connaissait beaucoup de monde. Une chose et ça, ma mère, rigolera quand elle verra ça, mais une chose qui arrivait tout le temps, c'est que mon père, peu importe où il voyageait, il croisait quelqu'un qu'il connaissait à un moment ou à un autre et en Incroyable. fait, c'était fou et ça, en fait, j'ai hérité ça de lui dans le sens où lui, il a été commercial pendant une grande partie de sa vie Mmh. et je me suis rendu compte que le relationnel, c'était génial, en fait, que c'était un jeu, Mmh. qu'il y avait vraiment un jeu dans le relationnel. Après, je dois avouer que pendant enfin, très longtemps, bon, même un peu aujourd'hui, mais j'avais du mal avec le côté groupe, pour autant. OK. Parce qu'en fait, le groupe, je trouvais que ça t'enfermait Mmh. dans un type de relation et qu'en fait, le groupe ne permet pas de s'ouvrir aux autres. Ouais, je suis d'accord. Et donc très rapidement, j'ai été, un peu parfois, c'était pas toujours génial, mais j'étais effectivement quand même pas mal un peu loup solitaire. Mmh mh. Je papillonnais en fait entre plein de groupes, tu vois? Ouais. Ouais, Et ouais, ouais. donc, bah, la conséquence de ça, c'est que j'ai rencontré finalement beaucoup plus de gens. Mmh. Et ça a été une chance, je pense, tout au long de mes études, de pouvoir, rencontrer plein de gens de plein de milieux différents, de plein de niveaux d'études différents. Mmh. Et de me rendre compte que même si je venais, tu vois, je te disais d'un d'une primaire et d'un collège qui était un peu, enfin voilà, pas bon niveau, et même moi, j'étais pas excellent du tout, Mmh hein, mh. mais j'avais un peu ce complexe, tu vois, de venir de quartiers un peu plus populaires et donc d'être moi-même quelqu'un d'un peu plus, voilà, j'avais pas des très bonnes notes, j'étais pas, voilà. Je me rappelle d'une fois où je suis arrivé à la fac et en fait, il y avait des gens qui sortaient de Louis-le-Grand, d'Henri IV, Mmh. de Janson de Sailly, de je sais pas quoi, de super lycées et en fait, j'ai réalisé que, ben, j'avais rien à leur envier à plein d'endroits. Et OK. en fait, je trouvais ça génial de me dire que les personnes, peu importe d'où elles venaient, elles pouvaient t'apporter des choses et qu'il fallait pas fantasmer l'idée que parce que tu sortais d'un très bon lycée ou Mmh. d'un très bon collège, alors tu étais mieux, tu vois? Ou que tu Ouais. étais plus avancé dans la vie. Et qu'en fait, c'était plus le fait de rencontrer 1000 personnes qui te permettaient d'avancer dans la Bien vie. sûr, bien sûr. Je sais pas si ça répond un peu à la Non, bien question, sûr, mais ouais, 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 je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire et derrière effectivement, quand tu noues des relations, que ce soit du coup, dans la vie perso, même dans le business, ouais. bah, c'est plus intéressant. Derrière, ça t'ouvre plus de portes. Je sais pas, imaginons demain, OK, tu es en train de lancer un business, tu as besoin d'un comptable. Ah bah tiens, ah bah j'ai une relation, tiens, qui fait, Ouais, ça. ça peut je sais pas si moi j'ai pas eu forcément là ce après, si un avantage que j'ai eu, on va dire, c'est que moi de mon côté, donc je t'ai dit, j'ai fait des études de droit. Mmh, Je devais passer le barreau, mais je l'ai pas passé. Mais c'est vrai que j'ai plein d'amis qui ont passé le barreau, qui aujourd'hui sont avocats. ouais, Donc, là, il se trouve que j'ai monté ma boîte il y a pas très longtemps et c'était très pratique de pouvoir en parler avec des amis mmh, qui avaient mon âge, qui avaient pas forcément une expérience de 20 ans, bien sûr. mais qui du coup ont pu un peu, tu vois, m'aider, me conseiller, même si j'ai eu tendance un peu à vouloir tout faire tout seul au début quand même. Mmh, ouais, bah, Tu vois bien ce que je veux sûr, ça dire? c'est vraiment au tout début de C'est l'entrepreneuriat, c'est ça, on veut tout exactement, faire et tout et exactement, c'est ça. ouais, ouais. Parlons un peu de tes études du coup. Ouais, C'est vrai que tu as fait de longues études, plus de 10 ouais. ans d'études. J'ai fait 10 ans d'études, ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé un peu au début? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé, dans les études, non? Pas du tout, pas du tout. Je vais peut-être t'étonner, mais en fait, mes parents m'ont jamais poussé à faire des études. OK, J'ai eu un cas assez à part où, en fait, de leur côté, ils voulaient que mes sœurs et moi, on aille vers des choses qui nous plaisent. OK. J'ai 2 grandes sœurs et l'idée, c'était: «Faites ce qui vous plaît. N'allez pas forcément faire X et Y choses parce que c'est ça qu'il faudrait faire», tu Mmh. vois? Donc déjà, ça, j'avais cette chance incroyable. Après, il y a 2 choses.
La première, c'est que dans ma famille, personne n'avait réellement fait de longues études. OK. Et la deuxième, c'est que mes parents me disaient, et même moi, je pense que je me le disais, mais mes parents, je me rappelle d'une fois, ma mère m'avait dit: «Oui, de nos 3 enfants, bah, c'est pas forcément sur toi que j'aurais misé pour le fait de faire des études». C'est drôle Ouais, ou pas? ouais, ouais, En c'est fait, drôle. l'idée, c'est que quand j'étais en primaire et au collège et même au lycée, j'étais pas très bon, en fait. J'avais des notes moyennes. J'étais souvent un peu le petit malin, tu vois? Mmh. Qui s'en sortait, mais qui voilà, je m'en sortais jamais avec brio, Ouais, mais je m'en sortais toujours, tu vois? toujours, J'ai ouais. jamais redoublé, j'ai jamais été au rattrapage ni rien, mais à chaque fois, c'était un Ouais, peu de justesse, ouais. ouais, un peu Ouais, de ouais. justesse ou OK. alors j'avais tout d'un coup clac clac des bonnes notes et ça me permettait d'être, un peu Mmh. tranquille. OK. Donc en fait, j'ai grandi avec ce truc où les études, c'était pas forcément une obligation, Mmh. mais comme si à l'intérieur, il y avait un peu ce truc de: «Ah ouais, je vais pas faire d'études?» Et du coup, je pense que ça m'a créé Ah, peut-être un peu un challenge tu t'es de challengé, ouais. Mmh. exactement, je me suis challengé, je me suis dit: «Bah, je vais m'inscrire en droit» et d'ailleurs, je me suis inscrit en droit parce que c'est la seule porte ouverte que j'ai faite. OK. Ouais, En fait ouais, ouais. en fait, c'est j'aurais pu ce serait tombé sur une école de commerce, j'aurais peut-être fait Mmh, une école de mmh. commerce, tu vois? Mais en fait, il se trouve que j'ai fait une porte ouverte, d'Assas, Paris 2 et un an après, j'y étais, enfin, quelques mois après, j'y étais et à l'époque, c'était, je crois, APB, pas Parcoursup, mais peu importe, OK. c'est la même chose, Mmh. peu de choses près et je me suis retrouvé dans cette fac et donc là, j'ai commencé à faire ces études-là et c'était pas simple du tout parce que le droit, c'est très complexe, dans le sens où ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de Mmh. temps, c'est très pressurisant et en fait, on pourra redétailler, mais j'ai passé un peu d'année en année j'ai passé chaque année, puis au fur et à mesure, j'avançais en me disant: «Attends, mais en fait, je fais des études». Je sais Mmh. pas comment dire, il y avait un truc, je prenais conscience au fur et à Ouais. mesure que: «Putain, je fais des études. Clac, j'ai décroché une licence. Mmh. Clac, j'arrive en master. Oh putain, j'ai eu tel master 2 toujours à Assas. Oh mais c'est incroyable» et en fait, j'étais toujours tellement reconnaissant d'avancer en mode: «Mais c'est possible», tu vois? Ouais, bien C'est tout sûr. bête, mais je me Mmh. disais juste: «Putain, c'est possible d'avancer» et les études, c'était pas quelque chose qu'on m'obligeait à faire. Mmh. Ça a pas toujours été un plaisir, mais ça a été, ouais, je reviens toujours sur ce mot-là, mais une vraie chance de pouvoir le faire, tu vois? Ouais, D'avoir bien été sûr. accompagné par mes parents pour le faire et moi d'avoir mis en œuvre tout le travail que je pouvais fournir pour passer d'année en année et avancer dans ce cursus-là. Bien sûr. Du coup, donc tu as fait 5 ans de droit, Ouais. OK. Donc tu pas validé le barreau. Alors en fait, le barreau, pour t'expliquer, il y en a qui disent que c'est pas un concours. Mmh. C'est pas forcément faux, enfin c'est pas faux théoriquement, mais dans la pratique, en fait, je te cite une avocate qui m'avait dit un jour, elle croisait le directeur du barreau, donc de l'école. En fait, c'est une école. Tu rentres à l'EFB. OK. L'EFB, c'est l'école qui te forme pendant 18 mois pour ensuite pouvoir passer le CRFPA, Mmh. hem, qui attends, que je dise pas de conneries. Ou alors attends, tu passes le CRFPA qui te permet de rentrer à l'EFB. Oh, je veux pas dire de conneries, faudra Ouais. peut-être couper Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, tu rentres à l'EFB je vois Lucas qui réagit. Tu rentres à l'EFB et en fait, quand tu rentres à l'EFB, pendant 18 mois, tu es formé OK. et après, tu peux devenir avocat et tu peux prêter serment. Et le concours, c'est pour rentrer, pour pouvoir, en fait, rentrer à l'EFB. Donc quand on dit Ah! passer le concours ou l'examen pour devenir avocat, c'est justement l'examen du CRFPA. Voilà. OK. Et je m'étais inscrit pour passer ce concours, je m'étais inscrit dans une prépa. C'est un peu comme ça qu'il faut faire, tu peux Mmh. difficilement le préparer tout seul. Et l'idée, c'est une prépa pendant tout l'été, à l'issue du master 1 ou du master 2, parce qu'il faut avoir au moins un master 1 pour pouvoir le passer. Et tu es censé, donc je te dis, préparer pendant tout l'été, en septembre, passer des écrits, si tu es retenu, tu passes des oraux et après tu rentres à l'EFB. OK. Et moi, en fait, pendant l'été, il se trouve que c'était le Covid à ce moment-là. Je venais de finir ces 5 années, je pense que j'étais assez épuisé Mmh. et surtout, j'étais dans un stage à ce moment-là, à la Société Générale et j'étais vraiment pas bien. OK. C'était vraiment pas mon ambiance. J'ai réalisé à ce moment-là que le monde de l'entreprise, j'avais beaucoup de mal en tant que membre d'une entreprise. Ouais. Aujourd'hui, j'aime beaucoup intervenir dans les entreprises parce que je sens que je peux apporter une sorte de fraîcheur, tu vois, Mmh. quelque chose d'autre. Mais en tout cas, quand moi j'y étais, je me sentais pas forcément vraiment à ma place. Et quand il y a eu le Covid, j'ai fini d'ailleurs mon stage à distance. Et là, j'étais bien. Ah Là, ouais, c'était pareil, bien ouais, ouais. parce que j'étais chez moi. Et après ça, en fait, tout l'été, enfin les 2 3 premières semaines, j'ai commencé à préparer. Et en fait, j'ouvrais des bouquins de procédure pénale et je pleurais pendant que je surlignais des trucs parce que je comprenais plus Ouais, rien. bah, Mon ouais. cerveau était off, Mmh. complètement. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai eu une discussion avec mes parents et je leur ai dit: «Je crois qu'il va falloir que je passe pas le barreau, ou en tout cas pas cette année et je vais finir ce que j'ai commencé au niveau théâtre et on verra comment ça avance». OK. Pareil, j'ai eu cette chance que mes parents m'ont accompagné là-dedans. Ils ont pas du tout été, fermés à l'idée. Ils m'ont soutenu au contraire là-dedans. Donc ça, c'est pareil, un truc de fou. Et là, je me suis dit: «Bon, bah, je vais finir un peu ce que j'ai commencé». Je te disais, j'ai fait deuxième année, troisième année au cours Florent. Mmh.
Et là, j'ai multiplié tout ce que j'ai pu, parce qu'on y reviendra, mais je suis un peu boulimique, de plus je peux faire de choses, mieux je me porte, plus je multiplie les choses différentes. Mmh. Je pense que ça doit être un peu le syndrome de l'entrepreneur ou de l'indépendant, ou je sais pas, enfin, tu vois, genre Tu plus veux tu grind, t'accumules. grind, grind, Ouais, grind, c'est ça, ouais. plus t'accumules des trucs, plus t'es heureux, je crois, Mmh. je sais pas. Mmh. Et euh, à ce moment-là, je me suis mis à faire théâtre, improvisation, cinéma, à tourner dans des courts-métrages à foison, à même réussir à me retrouver. Je me suis retrouvé dans un court-métrage qui s'est retrouvé au César après, Wouah. à trouver un agent, etc. Donc en fait, j'ai vraiment essayé de me bouger un maximum à cet endroit-là, parce que comme le droit, je me suis rendu compte que si tu te bougeais pas, ça bougerait pas. Bien sûr. Et ça, pour le coup, ça a été vraiment, je pense, aussi un gros apprentissage, tu vois, de mes années d'études, où bah, à la fac, on dit faut être autonome. Ouais, faut clairement être autonome. Mmh. Et ça m'a servi pour le reste, en fait. Ouais, bien sûr. Et quand tu dis que quand tu étais en stage, Ouais. c'est chez, Société Générale et tout, tu te sentais pas bien. Est-ce que tu peux expliquer un peu la sensation que tu avais Bah, concernant le droit, lire des bouquins? Bah, en fait, le côté droit en lui-même, moi j'aimais bien. Genre, j'aimais bien le droit. J'ai jamais. Il y en a plein qui me disent, et je déteste ça, mais il y en a plein qui me disent: «Oh, mais t'as fait un revirement à 380 ou à 180 en te barrant en faisant du théâtre.» Non, en fait, moi j'ai eu la sensation de continuer les choses parce que Mmh. j'ai terminé ce que j'avais commencé. Je suis allé jusqu'au Master 2, j'ai eu mes diplômes. J'avais fait aussi des langues pendant ce temps-là. Je faisais un double cursus en juriste-linguiste. Mmh. Je faisais de la traduction en plus. Et j'ai continué vers d'autres choses qui me plaisaient, mais en gardant tout ce que j'avais appris avant. C'est-à-dire OK. qu'en fait, le Mmh. droit m'avait permis de continuer à enfin, ça m'avait servi pour la suite, tu vois? Bien sûr. Et j'avais ça comme un énorme bagage avec moi. Et pour te répondre sur la Société Générale, quand je me retrouvais dans cette boîte, en fait, je croyais que je découvrirais, tu vois, une autre facette parce que j'avais déjà fait des stages en cabinet d'avocat OK. et j'avais bien aimé le côté libre, en fait, dans les cabinets. Mais là, en fait, je me rendais compte que bah, de telle heure à telle heure, fallait être productif, de telle heure à telle heure, fallait que tu manges, voire que tu ailles faire un run avec ton manager parce qu'il te le Mmh. propose et que c'est stratégique en termes de carrière, et puis qu'après tu rebosses de telle heure à telle heure, et puis clac, tu fais forcément un after work, sinon t'es pas forcément bien intégré dans l'équipe, OK. et puis tu te retrouves à... Enfin, je sais pas comment dire, il y avait toute une ambiance où je me sentais contraint Ouais. dans un emploi du temps. Et en fait, quand je me suis retrouvé d'ailleurs, pendant le Covid, à distance, pour finir ce stage, T'as kiffé? et ben en fait, je me connectais, parce qu'il fallait se connecter de 9 heures à 17 heures. Mais tout ce qu'il fallait faire, en fait, je le faisais peut-être de 15 heures à 22 heures. Mais moi, j'étais super productif pendant ce Mmh. temps-là. OK. Et là, je me suis rendu compte que j'étais plus à ma place en faisant les choses à mon rythme. Ça ne voulait pas dire travailler moins. Au Ouais. contraire, je pense que tu travailles 2 fois plus quand tu fais les choses à ton rythme, Bien parce que sûr. tu es obligé d'en faire 2 fois plus. Mais, mais ouais, ça a été cette chose-là de me retrouver un peu à un rythme qui n'est pas le mien, une ambiance qui n'est pas la mienne. Et surtout, ouais, le monde de la banque est bien particulier. Et puis moi, j'étais en plus du côté compliance. En gros, la compliance, c'est de la conformité. Ça n'est pas plus clair, mais ça veut simplement dire que tu as des lois qui sont votées au niveau enfin, national ou au niveau européen. Mmh. Et l'idée, c'est que tu vas appliquer ces règlements ou ces lois au sein des entreprises. OK. Et donc, en fait, tu es le mec qui fait chier tout le monde dans la boîte parce que tu as, je sais pas moi, les gars qui sont à la fiscalité, et ben, tu vas leur dire, ouais, mais vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, Mmh. sinon la boîte va se prendre des amendes, je sais pas quoi. Et eux, ils sont un peu en mode, ouais, mais enfin, ça demande 2 fois plus de temps, on n'a pas que ça à faire, on a d'autres Clairement. process. Et du coup, tu es là comme ça, tu te sens utile et en Ouais. même temps un peu chiant. Mmh. Ouais, ouais, je Donc vois. je me suis dit: «C'est pas forcément la branche.» Et après je croyais aller vers d'autres endroits, tu vois? Continuer plus côté, avocat, donc peut-être droit des affaires ou droit de la concurrence, comme je te Mmh. disais, ou toutes ces choses-là. Et puis bon, bah, la vie a fait que je suis allé ailleurs, quoi. OK. Et on parlait de rythme, du coup, là, à Ouais. l'instant. Hem, Raconte-nous un peu ce que tu fais, là, concrètement, en ce moment, du coup, vu que, bah, tu passé, du coup, d'étudiant, confirmé avec des masters et Ouais. cetera, à entrepreneur. Ouais, apparemment, c'est Heu marrant de l'entendre dans ta bouche parce que moi je me réveille pas en me disant: «Je suis entrepreneur», mais je crois que oui, ça doit être un peu ça aujourd'hui, ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, bah, effectivement, c'est toi qui t'imposes le rythme. Ouais, Donc derrière, bah, pour faire fonctionner ton entreprise, derrière, tu dois avoir un rythme assez, conséquent. complètement. Raconte-nous un peu ton expérience, comment ça s'est passé? Pourquoi justement, tu as voulu, créer une entreprise? Raconte tout ça. L'idée, c'est que au départ, donc ça a été par des amis. J'ai pu, donc je te dis, coacher pas mal de gens au début, et je travaillais avec une boîte au départ qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour le coup et qui m'a permis de commencer et donc d'avoir mes premiers clients. J'étais c'était pas, on va dire que d'un point de vue professionnel, c'était super pour commencer, mais c'était Mmh. pas viable, tu vois, sur le long terme. Bien sûr. Mais ça m'a permis, tu vois, de vraiment, bien commencer. Et puis après ça, je me suis dit:
OK, la prise de parole, parce que c'est de ça dont on parle, la prise de parole, c'est une chose qui touche tellement de monde. Mmh. Et je me rendais compte que j'avais un profil qui était un peu atypique, parce que j'avais autant le côté juridique, le côté études, un peu sérieuse, qui peut rassurer des entreprises, des dirigeants, des entrepreneurs, le côté un peu analyse de toutes ces années-là, Mmh. les concours d'éloquence que j'avais pu faire. Et en parallèle, j'avais tout le côté théâtre. Donc Mmh. tout le côté gestion du corps, de la respiration, de la voix, de la posture. Je te disais de comment on gère une présence sur scène, de comment on se met en scène. Et en fait, le fait d'accumuler tout ça, je me suis dit, et puis je te dis, dans des écoles qui étaient folles. Donc, le fait de mélanger tout ça, je me suis dit, ah, j'ai un profil qui, je crois, est plutôt pas mal. En tout cas, je sens que je peux accompagner les gens un peu à 360, tu vois. Ouais. Je sens que je peux les aider Mmh. autant sur, il faut écrire quelque chose, il faut réfléchir à comment on reformule ou comment on va faire émerger un message, autant que comment le message, on va le transposer, on va le faire vraiment, on va le rendre intéressant et Mmh. on va faire en sorte que tu puisses le communiquer, que tu puisses parler de ce message-là. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire et j'ai envie vraiment de développer ça». Et à peu près au même moment, j'ai eu l'envie, en tout cas, j'avais l'envie depuis longtemps, mais j'ai concrétisé l'envie de créer du contenu et c'est là où j'ai créé donc, mon compte Parle Mieux, où je fais donc, comme je te disais, plein de choses liées à l'art oratoire, la rhétorique, l'éloquence. Et en même temps que ça, j'ai commencé à coacher dans des écoles, à intervenir dans des écoles. Je suis intervenu dans 2 écoles où j'étais, qui est l'ISIT, donc l'école que je faisais en parallèle d'Assas et Assas. C'est-à-dire Mmh. Ouais. qu'aujourd'hui, je me retrouve à intervenir là-bas Alors que et tu étais c'est élève il y alors que a j'étais il y élève a et ouais, quelques années. bah, j'enseigne à des élèves qui ont 10 ans de moins que moi Mmh. et quand je les en fait, j'adore parce que quand je les vois, je me dis: «Bah, j'étais vraiment entre Assas et l'ISIT». J'avais cette espèce de planning un peu de fou furieux à Mmh. faire des cours tout le samedi et le vendredi soir et derrière, je suis trop content de pouvoir les aider et de leur Sûr. apporter toute mon expérience que j'ai accumulée après, tu vois? Et que je Mmh. continue à accumuler, en fait, au quotidien, hein. Moi, je me place pas du tout comme quelqu'un qui sait tout, loin de là, mais j'adore justement continuer à découvrir et plus je forme, plus je me forme, tu vois? Ouais, bien sûr. Et est-ce que le théâtre, du coup, ça t'a beaucoup aidé, tu sais, sur la prise de parole, en Ouais. public, surtout, bah, parce que forcément, tu es vu par, des centaines et des milliers de personnes, heu Ouais, ça et aide. et derrière, ouais, du coup, ça t'a beaucoup aidé sur ta manière d'exprimer les choses, de jouer un peu les choses avec le corps et tout. Ouais. Hem, Comment ça s'est passé un peu ces années-là de théâtre? Mmh. Raconte-nous un peu en profondeur, le Bah, théâtre. les années de théâtre, en fait, c'était très particulier parce que je pareil, je repars un peu en arrière. Non, mais tu raison. Quand j'étais en droit, en avant de rentrer en fac de droit, quand j'étais au lycée, j'ai fait un peu de théâtre. OK. Et en fait, je me suis inscrit un peu tout seul, presque contre l'avis de ma mère, mais en fait, je t'explique. Ma mère, elle, de son côté, avait fait du théâtre et elle avait eu notamment, à une époque, on disait des poulains, donc des personnes qu'elle a accompagnées et qu'elle devait un peu coacher. Et il se trouve qu'elle avait eu une jeune qui, très jeune, donc, avait déjà fait beaucoup d'années de théâtre. Et en fait, elle avait une façon de jouer qu'elle considérait très académique parce qu'elle avait été vachement formatée avec les années de Mmh. théâtre. Et moi, je suis arrivé à peu près 15 ans, 14-15 ans, en lui disant: «Je veux faire du théâtre, je veux faire du théâtre». Et ma mère m'a dit: «Attends, pas tout de suite». Et en fait, le fait qu'elle m'ait dit: «Attends, pas tout de suite», ça m'a encore plus motivé à me dire: OK. «Non, j'ai envie», tu vois? Mmh. Et en fait, je me suis inscrit tout seul dans un conservatoire d'arrondissement. C'était une initiation à l'art dramatique, donc c'était 1 heure et demie en fin de semaine. Mais c'était qu'une heure et demie. En fait, c'était qu'1 heure et demie en fin de Ça semaine, donc va. j'étais avec plein de gens qui étaient inscrits par leurs grands-parents pour gagner Mmh. confiance en eux, par des gens qui étaient là, bah, je sais pas, j'ai envie de découvrir. Mais moi, je me rappelle vraiment, comme si c'était hier, je suis à ce cours d'1 heure et demie et moi, je le voyais comme je me forme, genre à un Mmh. métier. Alors que Mmh. j'avais, bah, je sais pas, tu à la fin du lycée, tu vois? Tu 15 ans, enfin, Bien tu sûr, ouais, 14-15 ans, tu vois? ouais, Donc ouais. à ce moment-là, je me disais: «Mais moi, j'ai envie de faire du théâtre, je crois que j'y crois». Enfin, tu vois? Il y avait quelque chose au fond de moi qui me Mmh. disait: «Je crois que j'ai envie d'y croire», tu vois? Et puis arrive le moment où tu rentres à la fac et à ce moment-là, en première année de droit, je me suis dit: «J'ai plus le temps de rien» Ah ouais. et donc j'ai arrêté. Et une deuxième chose que je me suis dite, c'est: «En vrai, on a tous envie d'être acteur à un moment ou un autre. C'est une lubie, ça va me passer, c'est un truc un peu comme ça, c'est pas la chose qu'il faut enfin, voilà, ça va passer», tu vois? Et en fait, d'année en année, j'en faisais pas. Première année, deuxième année de droit, troisième année de droit et puis au fur et à mesure, c'était de plus en plus présent. Ça revenait au fur et à mesure et je me disais: «Je crois que là, ça va vraiment me manquer si je le fais pas». Mmh. Et un jour, je me suis dit: «J'ai pas envie de me réveiller à 40 ans et Ah d'avoir ouais, ce c'est regret de pas clair. l'avoir fait. Donc j'ai envie de tester, d'essayer, d'y aller, de me jeter dans le bain, vraiment». À ce moment-là, je me suis inscrit
un peu en pareil, en cachette, en fait, à un concours qui s'appelle le concours de la classe libre du cours Florent, qui est un concours, où en fait tu rentres au cours Florent et où là tu ne payes pas pendant 1 ou 2 ans, mais c'est très sélectif. Mmh. Et à ce moment-là, j'avais, l'idée du enfin, tu vois, j'étais très, je sais pas comment dire, très naïf, donc je me suis dit: «Je vais m'inscrire, je vais y aller, je vais peut-être la voir, je vais voir et tout». Et ça, c'était pendant ma 4e année de droit. Un mois avant, j'étais en PLS, j'étais stressé comme jamais, j'avais aucune scène, j'avais personne avec qui faire mes scènes et j'en ai parlé à ma mère et je lui ai dit: «Maman, tu veux bien être ma réplique? En fait, ça veut dire tu veux bien faire la scène avec moi pendant le OK. concours?» Donc je lui ai tout expliqué et elle a accepté et c'était très drôle parce que j'étais le seul gars à arriver avec sa mère pour lui donner la réplique. Tout le monde vient avec des potes, tu vois? Et moi, j'étais là avec ma mère Ouais. et c'était super drôle parce que je me rappelle que j'ai fait un passage qui, quand j'y repense, était nul à chier et en même temps très mignon. J'en garde vraiment un bon souvenir enfin, mauvais souvenir parce que c'était éprouvant, mais en même temps un bon souvenir en fait, je me suis frotté à un exercice théâtral à nouveau, j'ai testé quelque chose et là, je sentais que c'était possible, en fait, tu vois? C'était possible de peut-être y retourner Mmh. et à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, est-ce que j'essayerais pas?» Et c'est là où je te dis, je l'ai fait pendant la dernière année de droit. Ouais, Donc j'ai fait les 2 en parallèle, je faisais le master de la journée et les cours du soir en théâtre. on Donc charge. grosse journée. Ah, Je terminais à ouais, à 22:30-23:00, le théâtre et à ce moment-là, j'ai découvert aussi un autre monde. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand j'étais en droit, j'arrivais jamais à me considérer que comme un étudiant en droit ou comme un juriste. J'aimais pas qu'on mette une seule étiquette. Et quand je suis arrivé dans le théâtre, j'avais pas envie qu'on me considère comme un juriste, ni qu'on me considère que comme un théâtreux. Donc en fait, il y avait cette espèce d'ambivalence où je passais mon temps à me dire, mais oh, je suis plein de trucs en même temps. mmh, Et ça m'énerve qu'on me dise, bah non, mais toi, de toute façon, tu fais du droit, donc t'es juriste ou tu vas être avocat. ouais. Ou alors, ah, mais tu fais du théâtre. Ouais, ouais, t'es un comédien, t'es acteur. Non, je fais d'autres trucs. J'ai fait plein de trucs. Enfin, tu vois, faut prendre tout Mmh, en compte. Et je comprends que c'est facile, tu vois, de mettre un mot, une case, une chose. Et même quand, tu vois, tu me dis: «Ouais, tu quoi? Coach en prise de parole». Ça me va aujourd'hui de dire ça, mais je sais qu'il y a d'autres choses et presque ça me démange. ouais. Et une chose qui a évolué là-dessus, c'est qu'avant, je disais: «Je j'aime pas qu'on me mette une étiquette» et aujourd'hui, j'aime bien qu'on me mette plein d'étiquettes. OK. Aujourd'hui, je suis un album Panini. Genre, j'adore qu'on me mette plein d'étiquettes sur la peau et qu'on me dise: «Voilà, tu es ci, ça». OK, ça me va. Ouais. Parce que du coup, tu es plein de choses. Et en fait, après, j'ai découvert, je te dis, ce monde du théâtre où là, c'était quand même assez particulier parce que, bah, c'est un monde qui est pas simple. Tu as Mmh. beaucoup de monde qui veut être acteur, actrice. Tu as effectivement, comme on dit, peu de place. En tout cas, c'est pas simple de rencontrer des gens, de trouver un agent, de tourner dans des choses, et Bien sûr. cetera. Et j'ai aimé tous ces challenges et je continue aujourd'hui encore j'ai un agent et je continue à jouer, tu vois, dans des choses et à passer des castings et j'ai encore, tu vois, cette carrière à côté. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que même Ouais, bien aujourd'hui, sûr. j'adore avoir plein Ouais. de choses. Mais ouais, le monde du théâtre, c'est quand même assez particulier parce que comment dire? Le côté entrepreneur qu'on va dire que j'ai aujourd'hui, et ben, bizarrement, dans le monde du théâtre ou du cinéma, il était il était plus difficile à vivre Mmh. parce que, bah, c'est sûr, tu es dans une troupe, tu avances en groupe et moi j'adore le côté avancer en groupe, même si tout à l'heure je te disais, tu vois, j'ai du mal avec le groupe, mais Ouais. l'idée même de mutualiser les forces est géniale. Mais pareil, j'arrivais pas forcément à trouver ma place à 100. Je sentais bien qu'il y avait autre chose qui m'appelait et que j'avais besoin d'être plusieurs trucs. Je reviens sur, le challenge. Ouais, T'aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup te challenger. ouais, 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 complètement. T'aimes toujours, J'adore le en fait, challenge, ouais. te prouver des choses comme quoi: «Ça y est, je suis capable, je peux le Ouais, faire, dans tous les cas, je suis courageux». ouais. Mais c'est une force, en vrai. Là-dessus, si je peux te raconter une petite histoire aussi. Dis-moi? Hem, Quand j'ai passé le concours du conservatoire, c'est un concours, comme je te disais, qui est très difficile et Mmh. on me disait: «Il faut que tu t'inscrives en prépa». OK. Donc pareil, je me suis retrouvé à m'inscrire dans une prépa au cours Florent en me disant: «OK, faut faire une prépa» et là, même symptôme qu'à la Société Générale, j'étais en PLS et en fait, en 2 3 semaines, la prof que j'avais à l'époque, m'a dégoûté du théâtre et je me disais: «Attends, tu as passé 2 ans à faire ça, tu Mmh. redécouvres quelque chose qui te plaît, tu sens que tu es un peu à ta place quand même. Comment c'est possible que ça te mine à ce point-là? Il y a un problème quelque part», tu vois? Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que les concours qu'on prépare, c'est un peu des rouleaux compresseurs et j'ai décidé de quitter la prépa, contre l'avis presque, des profs, tu vois? Mmh mh. Mais je me suis dit: «Non, non, 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 je veux pas en fait, ça me rend trop mal. Je préfère ne même pas passer les concours, plutôt que de m'infliger ça Ouais. et de souffrir». Mmh. Et c'est une prof qui a eu un petit peu confiance en moi, qui m'a dit: Serram, tu devrais quand même un peu passer les concours. Tu devrais passer les concours, on sait Mmh. jamais». Et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, mais je vais les faire solo». Et en fait, à ce moment-là, j'ai préparé juste avec des potes.
Et je me Waouh! rappelle même de la veille de mon premier tour, j'ai fait la seule répète que j'ai faite sur une de mes scènes, c'était la veille de mon premier tour avec une amie et on a répété une fois la scène, enfin, une matinée la scène et le lendemain on y allait. Elle était limite plus stressée que moi, enfin j'étais très stressé, mais parce qu'elle, elle était en mode: «Mais Serham, tu sûr qu'il te faut pas Mmh. plus et Mmh tout?» mh, mmh. Et j'y suis allé et en fait, j'ai hésité à passer ces concours et je m'étais fait une liste un peu de plus et de moins et j'avais noté plein de trucs dans les plus et plein de trucs dans les moins. Il y avait beaucoup de Beaucoup choses plus dans de les moins, moi, tu vois? mmh. Mais j'ai noté un truc dans les plus, c'est le mot challenge. Waouh! Et quand j'ai noté le mot challenge, je me suis arrêté, j'ai posé mon stylo et je me suis dit: «OK, je crois que j'ai C'est trouvé un peu la raison pour laquelle je vais faire ça. Me challenger à passer ce concours, à essayer de l'avoir». Et après, j'étais très heureux de l'avoir. Tu es comme un fou quand tu bien l'as, tu vois? sûr, bien sûr. Et puis tu passes de tour en tour et tu commences à de plus en plus y croire, donc à de plus en plus espérer, la pression augmente et c'est très dur, mais effectivement, j'ai découvert du coup cette chose du challenge et ouais, et ce mot challenge, en fait, ouais, il est très fort, très puissant. Bah, c'est sûr que passer de gros challenges comme ça, Ouais, c'est comme tu dis stressant, ouais. assez pesant et tout parce que, bah, du coup tu as la tête un peu partout Mmh. et derrière, bah, tu sais pas trop quoi faire, tu es peut-être en manque de moyens et tout et donc quel est ton rapport au stress? Comment tu fais pour gérer, ces périodes de stress qui sont très, très intenses? Tu sais, cette boule au ventre, Ouais, 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 je vois très bien de quoi et tu donc parles. j'aimerais avoir, ton ressenti. Heu, Là-dessus, du coup, c'est drôle que tu me parles de ça parce que comme je te disais tout à l'heure, là, je suis en train de préparer un TEDx en ce moment Ouais, et je pense que justement pendant ce TEDx, je vais parler de la peur et en fait, c'est un thème qui m'est très cher et qui, en fait, est apparu comme une évidence. Là, il y a vraiment hier, c'est arrivé très fort parce que j'ai réalisé une chose, c'est qu'en fait, je suis quelqu'un qui a tout le temps peur de tout depuis tout petit OK. et en fait, entre guillemets, on dit enfin, je sais pas si on dirait pas ou si on dirait, ça, je t'avoue, j'en ai aucune idée. L'image que je renvoie, j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que j'ai tout le temps cherché un peu à, tu vois, faire en sorte de dire: «Non, non, j'ai pas peur», un peu rouler des Mmh, mmh, mécaniques, tu mmh, vois? mmh. Mais en fait, si je suis honnête et je me le suis vraiment fait la réflexion hier, je suis un putain de peureux de plein de choses. OK. Enfant, j'avais peur de tout. J'avais peur de me faire des amis, de pas me faire des amis, j'avais peur de partir dans une colonie de vacances, de pas partir, j'avais peur de rester avec ma famille, j'avais peur de réussir, mes contrôles, j'avais peur de pas les réussir, j'avais peur de tout, OK. peur de tout. En fait, j'ai grandi avec toutes ces peurs, mais à un point où j'ai eu jusqu'à, un événement il y a 2 ans, j'ai eu pendant toutes ces années, alors j'en ai moins aujourd'hui, mais ça m'arrive encore, mais j'ai eu pendant toutes ces années des TOC, mais très violents. Des choses qui m'handicapaient réellement au quotidien, où je pouvais pas toucher une poignée sans avoir, besoin de la toucher d'une certaine façon, où je pouvais pas, je sais pas, mettre une chaussure sans devoir penser à un truc en même temps, OK. avec des rituels, à, mettre mon téléphone dans ma poche d'une certaine façon. J'étais bourré de TOC à plein d'endroits et petit déjà, j'avais des TOC et des tics au niveau de la bouche, du visage, des choses OK. de la gestuelle, la respiration et en fait, la peur, elle s'exprimait par là et j'ai compris qu'il y a quelques années qu'en fait, les TOC, c'est une façon pour ton corps de calmer justement cette peur. OK. Parce qu'en fait, ça veut dire enfin, ton corps se dit: «J'ai peur, quand j'ai peur, je fais ça, si je fais ça, j'ai plus peur» Mmh. et en fait, tu continues, tu entretiens ces rituels Ouais. et à ce moment-là, j'ai pas arrêté d'en avoir et donc dis-toi, justement, c'est cette phrase qui là me guide en ce moment, c'est: «J'ai même peur d'avoir peur». OK, C'est que ouais, j'en étais très, arrivé à un très point où puissant. j'avais peur d'avoir peur et Mmh. j'ai tout le temps peur d'avoir peur. Je me suis rendu compte, en fait, que dans plein de discussions que j'avais, les points où je bloquais, les choses qui revenaient tout le temps, c'est: «Ah mais j'ai peur de ceci» ou «J'ai peur de cela». Une anecdote toute drôle, récente, quand j'ai monté ma boîte là, il y a peu de temps, je devais faire des notes de frais Ouais. et bah, dis-toi que j'en ai encore fait aucune parce que j'ai juste eu peur de mal faire. Je sais pas si tu te rends compte un peu du truc? C'est OK. que je me suis dit: «Si ça se trouve, je vais faire une connerie et derrière je vais avoir des galères, du coup, je vais pas faire ça tout de suite». Sauf que ça me bloque, Mmh. ça, c'est à l'échelle d'une note de frais. Ça va, je vais en faire. Je pense Ouais. qu'à un moment Mmh, ça mmh, va mmh, mmh. ça va arriver, mais tu vois, c'est des espèces de pensées qui te bloquent et donc mon rapport au stress, pour revenir à ta question, tu vois, je partais d'assez loin sur la peur, mais le stress en lui-même, cette sensation que tu vas ressentir, que ce soit de l'anxiété ou du stress au niveau du ventre, de la poitrine, ton corps va te renvoyer tellement de signaux Mmh. qu'en fait, je me suis rendu compte que ma peur, elle me crée des sortes de déséquilibres au Mmh mh. niveau de mon corps, que je les ressentais. Hem, Ma façon de me tenir, ma façon de m'exprimer, ma façon de réfléchir, une sensation de pression sur la poitrine et qu'en fait, si j'essayais de contourner le corps, j'allais droit dans le mur. Bah, ouais, ça n'allait pas le faire. Faut l'affronter au contraire.
mais c'est mieux qu'il faut l'écouter Ouais, et qu'en fait, en écoutant juste ce que mon corps va me dire, tu c'est tout bête, hein, c'est l'acceptes. un peu con, mais si j'écoute vraiment ce que parce que on m'a toujours dit: «Ouais, il faut écouter tes peurs». Mais je t'avoue, je trouve que c'est une connerie monumentale parce que écouter mes peurs, moi, ça ne me dit rien. Enfin, je sais pas Mmh. comment dire, Mmh. je trouve que c'est conceptuel. Ça veut rien dire écouter ma Oui. peur. Genre, OK, j'écoute ma j'ai peur de je sais pas, j'ai peur de mourir, très bien et après? Enfin, tu vois? Ouais. Ça change rien, je sais pas ce que je vais en faire. Mmh. Par contre, si j'essaye de comprendre ce qui se passe dans mon corps et que tout d'un coup, je réalise qu'effectivement, j'ai un poids sur la poitrine, que, je me réveille, j'ai des migraines, que tout d'un coup, c'est un handicap au quotidien, bah, en fait, il y a peut-être une chose qu'il faut que je quitte, une chose qu'il faut que je lâche, une chose qu'il faut que je change. Et là, je peux aller vers du concret parce que j'ai écouté mon corps et que mon corps m'a envoyé des signaux très clairs. Bien sûr. Et c'est ce que j'ai fait justement quand j'ai décidé de pas passer le barreau, c'est ce que j'ai fait quand j'ai décidé de quitter la prépa et de passer les concours tout seul. C'est une chose que j'ai essayé de faire à plusieurs moments. Ça a été en quittant des choses, mais ça a été surtout en écoutant mon corps. Donc le stress, pour que je te dis, j'adore le challenge et en même temps, je suis un flippé de tout et c'est ça qui est très drôle et très paradoxal, c'est que j'ai peur de tout, Mmh. mais j'aime le challenge. Et justement, ces peurs-là, elles viennent d'où? Peut-être de ton enfance? Peut-être, parce que forcément, une peur, c'est quand quelque chose arrive, peut-être inconsciemment ou dans ton enfance quand tu t'en souviens plus et derrière, bah, ça déclenche des mécanismes de peur. Peut-être. Je sais pas exactement. Je t'avoue que là-dessus, je saurais pas remonter. Moi, de mon côté, je suis pas, psychologue ni rien, donc je pourrais pas forcément, te tirer d'énormes conclusions de ça. Mais l'idée que moi, je peux tirer de mon expérience, par contre, c'est que je crois pas qu'on m'ait inculqué beaucoup de peur. Mmh. Enfin, dans le sens où mes parents m'ont pas, je crois pas qu'ils aient, blindé de peur leurs enfants, mais je crois que mes parents m'ont beaucoup protégé, enfant. Et donc évidemment, quand après tu te confrontes à des choses de l'extérieur, et ben, t'es fragile. Mmh. Même si en fait, je suis sorti blindé parce que, bien encadré, bien soutenu et j'ai eu cette chance-là et en même temps, c'est sûr que t'es pas pareil que celui qui est peut-être plus laissé, je sais pas le mot, mais Ouais, aventurier, enfin, ouais, laissé aventurer ouais, très ouais, ouais, jeune ouais, et ouais. tout Mmh. et moi, en fait, j'étais tr j'étais dans un confort, j'étais dans ce truc-là donc évidemment, quand derrière tu te confrontes à la vie réelle, bah, c'est un peu dur Mmh. donc Mmh. ça a été par les études, par toutes ces choses-là que, tu vois, je me suis construit et que j'ai trouvé des zones où je me dis: «Bon, bah, voilà, j'ai des piliers à des endroits». Je me suis construit une stabilité, je me suis construit quelque chose qui aujourd'hui me permet d'avancer. Mais avec cette chose où, ouais, le rapport à la peur, je saurais pas exactement te l'expliquer. Je pense que on est tous blindés de peur, Bien sûr, en fait. bien sûr. Une phrase qu'un ami à moi a dit, notamment sur la peur de parler en public, je lui pique, Samuel Barbier, un coach, génial en prise de parole. Il parle du il y a une chose qui s'appelle la glossophobie, qui est Mmh. la peur de parler en public et en fait, on dit qu'elle touche 75 de la population, donc c'est déjà énorme. Tu as 75 de la population qui a peur de parler en public Mmh. et il dit cette chose que je trouve géniale et il dit: «Et les 25 restants, ils mentent». Parce qu'en fait, on est un petit peu quand même tous, à un endroit ou un autre, apeurés de Ouais, quelque chose. bien sûr. Et donc je saurais pas te dire pourquoi on a ces peurs. Je pense que ça va au-delà de, tu vois, juste mes parents ou mon éducation ou moi. Je pense qu'on a des peurs, qui datent ouais, de l'état primitif, quoi, tu vois? Mmh. On a Mmh. peur d'être seul face à un groupe parce que ça veut dire qu'on est exclu. On a peur d'être face à un danger et notre corps réagit avec, une montée d'adrénaline, le souffle qui s'accélère, les mains qui deviennent moites, Ouais. une focalisation Mmh, sur mmh, un mmh, seul mmh, mmh. objectif, parce que c'était nécessaire pour survivre. Donc la peur, elle a été inventée enfin inventée, elle existe parce qu'il fallait bien qu'on survive, tu vois, Ouais, dans la bien nature. sûr. Mais moi, je pars du principe qu'en vrai, genre, une peur, c'est un allié. Tu sais, Ouais, je le vois pas comme un ennemi parce que si tu vas à l'encontre de cette peur et tout et que, bah, derrière, comme on disait, tu l'acceptes pas ouais, et tu le fais pas venir à toi, bah, forcément, tu sais, c'est comme 2 aimants, le mmh, plus, le moins, bah, voilà, ouais. ou le plus, pardon Ouais, ouais, c'est ça. et forcément, bah, accueillir cette peur et te dire: «OK, là, j'ai» tu sais, tu respires un peu, OK, tout va bien. Ouais. Genre, comment, justement tu as su se détacher, tu su te détacher de ces peurs? Tu sais, en arrivant, en prise de parole, devant des gens et tout? Comment justement, est-ce qu'il y a des C'est ça qui rituels est c'est un derrière? peu un comble, quoi. C'est vraiment, comme je te dis, j'ai peur de tout, mais je me mets que dans des situations où ça fait peur, tu vois? Bah, parce que De tu aimes jouer ça. devant, des gens, devant 400 ou 600 personnes au théâtre, Mmh. de jouer devant une cam avec 20 personnes à la technique, de faire un concours d'éloquence alors que ça fait peur, Ouais, quoi et aujourd'hui donc de littéralement coacher des gens en prise de parole, je crois que l'idée alors, c'est pas tant de se dire: «J'accepte mes peurs et je fais avec», mais c'est plus de se dire: «Bah, en fait, elles sont là, j'y peux rien. oui, Je vais pas pouvoir empêcher la peur». ouais.
on peut pas empêcher la peur, c'est une réaction du corps. On peut faire avec et on peut essayer de la comprendre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Mmh. C'est aujourd'hui d'essayer de comprendre pourquoi j'ai peur. Tiens, ça fait 3 jours que je me réveille avec une boule au ventre. Pourquoi j'ai cette boule au ventre? Mmh. Plutôt que de me dire: «Non, non, mais c'est normal parce qu'en ce moment, j'ai un truc qui me stresse au boulot». Ouais, mais il y a Ouais, peut-être d'autres choses, tu vois? ouais, viens, on va Et il chercher vaut un mieux peu. essayer de Mmh. comprendre un peu à quel endroit ça réagit. Tiens, pourquoi ça réagit au niveau du ventre? Pourquoi ça réagit au niveau de la poitrine? Pourquoi j'ai peut-être les mains moites ou toutes ces Mmh. choses-là? Et donc l'idée, ça va être de ouais, je crois que ce qui m'aide, c'est pas tant de me dire: «J'ai plus peur», parce qu'en fait, ça, j'y arriverai jamais Oui, bien et je sûr. pense que personne peut se dire: «J'ai plus peur» et si quelqu'un dit: «Moi, j'ai peur de rien», c'est sûrement une personne comme moi qui a peur de tout. Ouais, Hem, mais c'est plus cette chose de: «OK, j'ai peur, maintenant qu'est-ce que je peux y faire?» ou «Comment je peux faire avec cette peur?» tu vois? c'est ça. Et d'essayer de continuer avec, toutes ces craintes, tu vois? Et d'avancer, 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 Bien malgré tout, sûr, parce qu'on n'a pas le choix. bien sûr. Et mais avec une chose qui est un peu une chose que je me répète depuis, maintenant 2 ans, qui est, on est là 5 minutes. En fait, mais même pas 5 minutes, mais à l'échelle de l'univers, on est là quelques secondes, mais en tout cas, on va dire, la vie, c'est 5 minutes, entre guillemets. Putain, il y a pas de temps à perdre. Enfin, genre, viens, on avance, viens, on fait des trucs. Et du Mmh, coup, ça, mmh, c'est mmh, un mmh. peu peut-être la chose qui me permet d'avancer et de me motiver et de me dire: «Je si on est là 5 minutes, je veux que ces 5 minutes, elles soient banger». Ouais, non, Je mais sais c'est pas comment vrai, dire. non, mais bien Je veux sûr, tu qu'elles a raison. je veux pouvoir kiffer ces 5 Ouais. minutes et une chose qu'on dit, notamment sur la prise de parole en public, c'est: «Et si tu as peur, tu l'as transformée en excitation». C'est pas de moi, hein, c'est très courant et c'est une chose qui est vraiment géniale, c'est de se dire: la peur et l'excitation, c'est un peu les mêmes symptômes et il y a même une phrase que j'adore qui est: «La peur, c'est de l'excitation sans la respiration». Mmh. Si je te donne un cas très concret, c'est que si je te propose d'imaginer une chose qui t'excite, qui te fait super plaisir, je sais pas moi, des futures vacances ou un projet incroyable pour, ta boîte ou quelque chose qui te fait vraiment kiffer et que je te mets une main sur la bouche, une main sur le nez et que je t'empêche de respirer à ce moment-là, tu vas ressentir exactement ce que tu ressens quand tu as peur. Ouais. C'est-à-dire que c'est de l'excitation, Mais tu peux pas respirer, mais tu es ouais, ouais, bloqué. ouais, ouais. Et c'est ça pour moi la peur. Et donc l'idée, c'est de mettre de la respiration. Et la respiration, si on l'applique de façon très concrète à... Alors c'est soit effectivement des exercices de respiration, Mmh. mais ça, pour moi, c'est pas toujours la solution. Mais c'est aussi une respiration au niveau de sa vie. Oui. Mmh. C'est-à-dire Éliminer les accepter. distractions, Ouais, tout ça, non c'est mais important. accepter de se dire, bah là en fait, en ce moment, il y a quelque chose qui me stresse très fort. Plutôt que de contrer ce truc-là et de me dire, faut pas que je stresse, faut pas que je stresse, c'est de se dire, bah au contraire, peut-être que c'est le moment de lâcher un tout petit peu, tu vois. Mmh. Peut-être que c'est le moment de respirer un petit peu dans sa vie, tu vois. Ouais, Je bien sais pas. sûr. Non, mais franchement, je te rejoins énormément dessus et en plus, du coup, vu que tu as lancé ton entreprise, Ouais. évidemment, tu as dû avoir ce petit coup de stress, tu «Waouh, allez, là, je lance mon entreprise, c'est-à-dire que mon temps doit me générer des clients», au début, hein, Ouais, évidemment, ouais, ouais, complètement. et derrière, bah, je suis la seule personne qui, va potentiellement me permettre de gagner ma vie et de vivre Complètement. simplement. Ouais. Donc, comment ça s'est passé le tout début de la création? Ça fait pas trop Ah longtemps, franchement, non? ça fait pas longtemps, ça fait Ouais? quelques mois, tu vois? OK. C'est vraiment assez récent qu'elle existe. En tout cas, le compte existe depuis plus longtemps, mais c'est l'idée d'avoir, de donner un peu plus de vie à ça, tu vois? De me dire: «Bah, ça peut peut-être prendre une autre, envergure» Mmh. et en fait, le fait de se dire: «Est-ce que je vais trouver des clients ou je vais pas trouver des clients? Comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir en vivre ou est-ce que je vais pas pouvoir en vivre?» En fait, je vais te partager ce que m'a dit, une amie, c'est, juste, enfin, je sais plus comment elle me l'avait dit, mais c'était un peu: «Crois que ça va le faire». Ouais. Juste essaye de croire un peu que ça va le faire. Mmh. On sait jamais, si ça se trouve, ça va le faire. Parce qu'en fait, on pense toujours à 1000 scénarios où ça pourrait ne pas arriver, C'est sûr. mais on n'arrive pas à se permettre de penser au scénario où peut-être ça va avancer bien, tu Ouais. vois? Ou Mmh. peut-être que ça va prendre une direction que tu Mmh, attendais pas, mmh, mmh, mmh. mais de s'ouvrir à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les fois dans ma vie où j'ai essayé de contrôler, et ben, j'en arrivais à l'endroit où mon corps, lui, me disait: «Ça OK. suffit, en fait». Mmh. Quand je te dis contrôler, c'est vraiment cette chose où justement j'essaie de me battre contre la peur Ouais. et où en fait j'essaie de contrôler en me disant, «OK, bah non, bah, je vais faire, une prépa, non, non, bah, je vais bien organiser, tac, tac, je vais parler de ci, je vais parler de ça, je vais, faire tel et tel cours, je vais faire tout ce qu'il faut comme il faut» Ouais. et puis en fait après tu arrives dans la réalité des choses et tu fais: «Bah, je sais pas si c'était nécessaire», tu vois? Enfin Je genre, il y avait peut-être d'autres moyens de le faire mmh. et c'est ces autres moyens de le faire que je trouve géniaux et en fait, je te jure, plus j'ai contrôlé, moins j'ai contrôlé, en fait. Ouais. Et Mmh. donc il vaut mieux se dire dès le départ je crois que j'ai essayé d'appliquer ça notamment sur, la partie,
business, quoi. Enfin, la partie justement création de mon compte, création donc du compte sur les réseaux, ou création de ma boîte, ou juste de l'activité, tu vois, Ouais. de coach. J'ai été aidé par des amis, ce qui m'a permis d'avoir un début d'activité, et après de me dire, peut-être que ça va aller, Ouais. peut-être que ça va marcher, tu vois. Au moins, tu as mis le premier pas Exactement. et le plus important, c'est ça, en Ouais, vrai. Parce que tellement de gens ont des peurs, des croyances limitantes. «Ouais, mais regarde, ouais, mais dans cette situation, ça se peut, ça va pas le faire» et ouais, derrière les gens pensent trop. En vrai, la vie, elle est simple, faut juste ouais, ouais, c'est ça. relativiser. Je le fais. Ouais, J'ai pas de regrets et la plupart des gens, quand ils sont sur le lit d'hôpital, ouais, ils disent: «Ouais, bah, ouais, j'ai des regrets». Et le seul regret, c'est parce que tu l'as pas fait, ouais, tu vois? ouais, ouais. Enfin, effectivement, sur son lit de mort, on a des regrets de choses qu'on n'a pas faites et pas de choses qu'on a faites, C'est ça, logiquement. exactement et puis, bah, voilà. Toi, le truc, c'est que tu t'es lancé et Ouais, je le dis à tout le monde, vraiment, lancez-vous, ouais, allez-y ouais, grave. et c'est je sais plus, c'est Sarkozy qui disait, il dit: «Ouais, il y a pas d'échec dans la vie, en vrai, c'est toujours un apprentissage», genre, même si, OK, là, à ce moment-là, tu as un échec, derrière, tu sais que cet échec, tu vas t'en servir comme un tremplin pour aller chercher Complètement, d'autres échecs qui v complètement, eux-mêmes vont aller te chercher, complètement. la réussite. Finalement, un mec qui, a réussi et qui n'a jamais eu d'échec, qui Ouais, s'est jamais ouais, confronté à quelque chose, de déstabilisant sur son parcours, ouais, quel est c'est ça. le tu vois? Donc Et, et là-dessus, juste justement sur ces échecs-là, avant de réussir notamment le concours du conservatoire, avant ça, j'avais raté plusieurs fois, bah, notamment le concours de la classe libre ou d'autres choses. D'une part, ça m'a beaucoup appris, mmh parce qu'en fait, ça m'a permis de me tester, tu vois, de tester ces choses-là. Et ça n'a pas été une ligne droite, tout va bien dans le meilleur bien des sûr. mondes. Mais le moment, et ça, je suis assez persuadé que c'est un peu grâce à ça que je l'ai eu, c'est que pendant la préparation, où je te disais, je l'ai fait tout seul, j'en étais arrivé à un point où justement, je voulais tout contrôler. Mmh. Et alors, je voulais tout contrôler, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, j'en étais pas aimable avec ma copine, pas très aimable avec mes parents. Je me mettais à me dire: «Non, mais ils me comprennent pas». J'en étais désagréable avec moi-même. OK. Je me mettais à vraiment être dans une espèce de truc où je me disais: «OK, mais pour un concours, il faut bosser des masses, il faut être» voilà, et donc contrôler, contrôler, contrôler. Et je me rappelle d'une phrase qui a tout changé. C'est un jour où je me suis dit: «En fait, je refuse que ce concours me nique ma vie et me nique mes relations amicales, amoureuses, familiales». Et je me rappelle très bien de m'être dit ça, je me suis dit: «Je préfère ne pas avoir ce concours, mais pour privilégier tout ce qui compte pour moi dans ma vie, plutôt que de l'avoir au détriment de tout ce qui m'est cher». Bien sûr, mais c'est une question et une réflexion logique en vrai, genre. Et je suis à peu près sûr que c'est à ce moment-là qu'il y a un poids qui a dû s'enlever Mmh. et que je l'ai eu. Parce que j'ai avancé avec un sourire. Je sais pas comment dire, j'ai avancé Ouais, un peu en ouais. j'étais stressé, Mmh. évidemment que j'étais stressé parce que c'est sûr, tu te retrouves devant, 5 personnes dans une salle à faire, des scènes de théâtre, enfin, des gens qui te jugent, il y a 2000 personnes, c'est super stressant. Ouais. Mais je pense que j'y suis allé un peu plus léger quand même. Mmh. Ouais. On va parler d'une vidéo, la Ouais, fameuse vidéo, que tu as faite, sur la qui a fait cigarette? ouais, qui a fait Ouais. plus de 1 million de vues, Ouais, qui ouais, t'a rapporté pas mal d'abonnés, c'est ça. sur Instagram, sur TikTok. Tu as dépassé les 100 000 abonnés, au total. Ouais, c'est ça. Félicitations. Merci, merci beaucoup. Parle Merci à vous. parlons un peu de cette vidéo, Ouais. elle était incroyable, je vous la mets, juste maintenant. Fumer-tu, c'est sans doute le plus gros mensonge du 21e siècle. C'est normal que tu le crois parce que tout est fait pour te manipuler. Les paquets de cigarettes, ce qu'on te dit à la télé, les politiques, tout est fait pour que tu le crois. Comment ça s'est passé, la réalisation de cette vidéo? Est-ce que enfin, qu'est-ce que tu avais dans la tête à ce Ouais. moment-là? Et pourquoi justement tu as fait cette vidéo en vrai? Ça faisait un mois que je m'étais lancé un défi de faire une vidéo par jour pendant le mois de février. Oui, j'ai choisi le mois de février pour faire une vidéo par jour, c'est ça qui est drôle. Et j'ai terminé par cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est la dernière vidéo de ce challenge qui m'a rapporté le plus d'abonnés ou de visibilité. Et entre guillemets, j'aurais pas fait celle-là en premier. Et Mmh. donc, presque, il a fallu que je passe par tout ça, tu vois, pour arriver à ça. Donc, c'est assez drôle. Et en fait, cette vidéo, ça faisait longtemps que je l'avais en tête parce que j'étais tombé sur une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Mohamed Katani et qui est champion du monde Toastmaster 2015. Donc, Toastmaster, c'est aussi des conférences et des concours, mais notamment en anglais. Et en fait, il a littéralement fait ça. C'est-à-dire qu'il arrivait sur scène, tu pourras même mettre l'extrait si tu veux, mais il arrive sur scène, il a une clope au bec, il va pour se l'allumer et ça réagit dans le public. Et il dit: «Bah quoi? Ça vous étonne? Mais
est-ce que vous savez que nanana et il dit justement les chiffres que Mmh. j'utilisais dans ma Mmh vidéo. Donc mh. en fait, j'ai repris sa vidéo. Ouais. À ce moment-là et c'est ce que je mets dans les descriptions, hein, qu'on vienne pas me dire, plagiat ou je sais pas Bien quoi. sûr. Mais j'ai repris toute sa vidéo et en fait, je trouvais que son sa démonstration était exceptionnelle parce qu'en fait, il le dit, il arrive avec cette même chute en disant: «Mais en fait ça, les gars, c'est faux, quoi». Mmh. Et là, tu as une prise de conscience Ah ouais. exceptionnelle dans mon public et moi, en fait, je me suis dit: «Je voudrais, heu, concentrer ça dans 30 secondes, 1 minute de vidéo et faire en sorte que sur ces réseaux-là où il y a tellement de choses fake, Fake. Mmh. enfin fake ou alors pile poil un peu, Ouais. ambigu où Mmh. on va te dire, je sais pas moi, «Ouais, faut faire gaffe, faut pas manger trop de prot, quand tu fais du sport. Non, vas-y, il faut manger, grave des prots, faut que tu prennes ceci, faut que» et en Mmh. fait, tu te dis: «Mais je sais plus qui croire, je Ouais, sais plus comment bien croire» sûr. et en fait, à ce moment-là, j'ai tu veux remettre? Non, c'est bon. OK, t'inquiète et à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, j'ai envie, ouais, je te dis, de pouvoir faire une vidéo là-dessus et de surprendre». Mmh. Et c'était un peu risqué de ma part. Après, j'ai fait en sorte que les gens restent un peu dans la vidéo. Ouais. C'était exprès que le début soit catchy, tu Mmh. vois? Où Mmh je mh, dis: mmh. «Fumée tue, c'est sûrement la plus grosse, je sais plus ce que je dis, sûrement le plus gros, scandale du 21e siècle», ou un Ouais, truc comme ça. Ou, la attends, je sais plus ce que c'est le plus gros, bon, je sais plus, mais c'était bref. un truc comme ça, ouais. Et en fait, c'est au bout de peut-être, 25 secondes ou 30 secondes, ce qui est quand même beaucoup pour une vidéo où il faut que les gens restent, que je dévoile qu'en fait, je mytho à cet endroit-là. Mmh. Et là, tout d'un coup, j'essaye d'éduquer ou en tout cas juste de partager les réflexions que j'ai qui sont: essayons de regarder un peu plus loin, Mmh. essayons de ne pas croire tout ce qu'on trouve sur les réseaux, regardons quand on peut, vérifions quand on peut, mais aussi quand on parle à des gens. Ouais. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, ce que je propose, c'est pas juste une fois qu'on est derrière son tel et qu'on scrolle, c'est quand on parle à quelqu'un, parfois on peut l'écouter et se dire: «Putain, c'est génial ce qu'il me raconte» et tout d'un coup le croire. Grave. Et je pense qu'il y a beaucoup et en politique et dans des groupes un peu, on va pas dire sectes, mais il y a beaucoup de groupes qui profitent de ça, si on est dans la continuité même de gourous et cetera, où en fait des gens vont suivre une idéologie ou une idée sans se poser de questions. Mmh. Et en fait, je trouve que c'est cet esprit critique qui est nécessaire d'avoir, d'autant plus quand on est face à l'IA, où aujourd'hui on n'a plus forcément le la matière, on va dire, cérébrale Ouais. pour vraiment distinguer le vrai du faux Ça y et aller pouvoir se rechercher défendre. derrière, Ouais. Et pourtant, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a cet outil pour vérifier. bien sûr, mais en fait, il y a tellement de fake. Regarde même toutes les vidéos et tout qui se baladent un peu sur les Qui vont réseaux. chier, Bah oui, ouais! ouais, il y a tellement de Tu trucs. arrives à faire des choses avec l'intelligence artificielle maintenant que même Ouais, des femmes, des modèles femmes, ouais, tu ouais. crois que c'est vrai alors que Ouais, pas du c'est tout. terrible, c'est terrible. Derrière, les gens lâchent de l'argent, Ouais, c'est perdent leur fou. dignité, perdent leur valeur et tu en arrives là, tu te dis: «Putain mais on va où là?» Ouais, concrètement ouais, ouais. et je parlais de ça avec un ami la dernière fois, il me dit: «Je veux pas faire d'enfant actuellement, dans ce OK. monde un peu, qui est, débordant, on Mmh. part vraiment dans l'extrême, l'intelligence artificielle va reprendre le dessus et» je dis: «Mec en vrai ouais, tu en penses quoi toi? Est-ce que tu veux des enfants?» De waouh, je l'avais pas vu venir cette Eh! question. OK. Ah! Est-ce que je veux des enfants? Écoute, aujourd'hui, c'est vraiment pas une question que je me pose. Enfin, OK, j'en sais rien. En fait, je sais OK. pas du tout. Mais je m'inquiète pas. J'ai une de mes sœurs qui vient d'avoir un bébé, je suis le plus heureux du monde pour elle. Je le tiens dans mes bras, je me dis: «C'est merveilleux» et je me dis: «Mais c'est génial de au contraire, de pouvoir donner la vie». Après, je sais pas si le monde qui vient est pire que le monde qu'il y avait, je sais pas si le monde dans lequel on est moins bien que celui qui arrive. Bah, j'aimerais bien avoir ta J'en ai théorie aucune en vrai idée. sur ça. Parce En que vrai, tu as vécu pas mal de temps. ouais, Enfin, bientôt donc 29 ans, c'est ça. donc tu as pu voir, même avant internet, tu as pu voir Eh l'évolution. oh, mollo. En 97, on va se calmer. Non, 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 mais non, regarde les réseaux que sociaux. internet, enfin moi, genre quand j'étais petit, très rapidement, il y a eu un ordi chez moi Mais et regarde Instagram, ça s'est ouais, lancé en 2008, ouais, tu ouais. vois? Donc tu as quand même vécu ce Oui, moment j'ai où il y vécu avait par exemple tout le 0 début de téléphone Facebook, tout le ou début ouais ouais, ouais, et donc clairement. bah, justement, tu as pu voir toute cette évolution, la génération Z là qui vient Putain, c'est d'arriver vrai, et tout. j'allais sonner à l'interphone de mes amis pour sortir jouer quoi, tu vois? Beh, Ouais, 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 c'est sûr. et juste avant, tu envoyais des lettres. Bon, tu as pas connu cette époque, moi je l'ai connue. Ouais, ah, ça y est, l'ancien. Non, 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 mais justement, tu as pu voir toute cette évolution et Ouais, derrière, bah, forcément, tu as peut-être un avis à partager et peut-être ouais, quelque chose pour sensibiliser les jeunes qui nous regardent à se dire: «Bon, bah, faites attention parce que, bah, voilà, on est passé de ça à ça et maintenant, mmh. bah, voilà». Bah, je sais pas si je vais aller à fond dans ton sens de sensibiliser absolument, dans le sens où comment dire?
L'idée d'utiliser des IA aujourd'hui, c'est même plus une idée, c'est du quotidien. Tout le monde Bien l'utilise sûr, pour tout. bien sûr. Et faudrait que je retrouve, j'ai plus le nom, mais il y a un médecin qui disait: «Mais l'IA est meilleure que les médecins aujourd'hui». Ouais. Et tu dis: «Putain, c'est fou, quoi». Mmh. Même le mec dit et il dit: «Oui, oui, mais moi aujourd'hui, je peux pas rivaliser». Putain, incroyable. Ouais. Donc l'idée pour moi, c'est pas tant de vouloir justement rivaliser. C'est de se dire: «Bah, comment on va utiliser ces outils? Comment on fait en sorte de rester alerte, le plus alerte possible, pour que ces choses-là ne nous mangent pas?» Et Mmh. c'est pour ça que je dis: «Il faut continuer pour moi à réfléchir, à parler». C'est pour ça qu'aujourd'hui la prise de parole pour moi, c'est encore plus nécessaire et de plus en plus nécessaire Bien parce sûr. que oui, évidemment, on pourra faire une vidéo comme ça en 2 secondes, la mettre dans un logiciel et après clac, l'IA elle va nous sortir X vidéos qu'on veut Mmh. avec notre voix, Mmh notre mh. tête. OK, ça c'est sûr, ça va exister. Ça existe déjà. Par contre, je crois assez fermement que là, ce qu'on est en train de faire, oui, on verra des podcasts avec 2 IA qui parlent l'une avec l'autre. C'est sûr que ça verra le jour. Pour Bien moi, c'est sûr. sûr. Si c'est pas déjà le cas. Mais par contre, la discussion qu'on a là, moi, elle va m'apporter des choses dans ma vie. Mmh. Je vais repartir d'ici rempli de quelque chose, de ce qu'on aura partagé. Idem pour toi, je sais Moi-même, pas, bien sûr, j'espère. bien sûr. Mais en tout cas, il y a cette chose où on s'apporte par la parole. Ouais. Et on s'apporte également en étant ouais, le plus conscient possible que il faut réfléchir, il faut vérifier, il faut faire cet effort-là ouais, de réfléchir un peu par soi-même. Mmh. Et c'est pour moi et c'est pour ça que je te dis, je vais pas forcément dans ton sens de sensibiliser à 100%, Mmh. c'est que pour moi, cette chose de faire attention enfin, c'est que pour moi, attends, je sais plus où je vais oui, c'est que pour moi, les IA, elles vont permettre, au contraire elles vont réfléchir à notre place, Mmh mh. mais peut-être qu'elles vont nous permettre de réfléchir, nous, à d'autres choses. Ouais. Et je trouve Ouais. ça génial, peut-être qu'on puisse réfléchir à d'autres choses. C'est-à-dire, se concentrer justement, tiens, sur comment je me sens ce matin, qu'est-ce que je ressens concrètement, à quel endroit ça réagit, pourquoi ça réagit comme ça. OK, je pose la question peut-être à l'IA. Ah, ça me donne une piste. Je réfléchis et j'observe ma propre vie. Mmh. J'essaye d'avoir une intelligence émotionnelle, une intelligence artistique, créative, humaine. Et pour moi, ça, c'est ce qui va être génial dans les années à venir. Ouais. C'est qu'on va, je pense et je l'espère, faire en sorte que les humains se rapprochent. Parce que jusque-là, les réseaux sociaux Mmh. ont pour moi éloigné les gens. Ouais, clairement. Enfin, je suis pas le seul à dire, hein, je dis quelque chose que Mmh. je prends, hein, à des Clairement. gens. Je sais très bien que c'est pas une idée, qui m'est propre, mais je peut-être que c'est une croyance un peu utopiste, mais ouais, peut-être qu'en fait, ça va au contraire nous rapprocher. Parce qu'en fait, la seule façon de vivre avec des IA, c'est de le faire avec des humains. C'est de vivre en tant qu'humain Mmh. avec ces IA-là et évidemment qu'on va avoir des choses comme, Her ou je sais pas quoi, des choses où les gens vont vivre avec des IA à 100%, mais peut-être qu'on va avoir envie d'humain, tu vois? Aujourd'hui, pour moi, le plus grand Ouais, luxe, même par exemple dans la création de contenu, bah, ce sera peut-être d'être, réellement un humain derrière le téléphone, tu vois? bien sûr, bien sûr. Et ou derrière sa caméra et qu'on va chercher cette humanité parce que c'est ça qui sera authentique. Donc c'est ça qui deviendra rare, cher. Ah, en plus, ça tombe bien que tu me parles d'humain parce que on perd un peu ce côté humain, je trouve, tu sais, dans Ouais, des discussions, surtout quand on parle beaucoup business. Moi, j'ai la chance de discuter avec beaucoup d'entrepreneurs, mais tu sais, c'est très souvent, «Oh, bah, juste, c'est quoi ton business? OK, ouais, est-ce que je peux t'aider?» Et derrière, bah, ce côté ouais, humain, il est en train de s'oublier complètement. et dans les relations, la gente féminine, dans les relations perso, la famille et tout, on perd un peu ce côté humain, Ouais. tu vois? Et justement, bah, tu parlais de ça, le côté humain, que c'est vrai que l'IA pourrait, rassembler. Peut-être? Je trouve ça correct, mais j'aimerais avoir ton ressenti sur ça, sur le côté humain, pourquoi Ouais. ça se perd et Je sais pas. En fait, j'avoue que, bah, il y a une chose que j'ai remarqué il y a peu de temps et là, dans pas longtemps, c'est mon anniv et du coup, je cherche à l'organiser et un des trucs que j'ai en tête, c'est j'aimerais bien que mon anniv, ce soit pas un moment un peu réseau, network. Et en fait, je me rends compte que les anniv où je vais, les mariages, les trucs comme ça, je parle plus boulot mmh mh, pendant les moments comme ça ouais, que quand je travaille. mmh, C'est un truc de fou en fait. Et du coup, je me dis, c'est fou parce que dans ces moments-là, on est happé par le côté boulot, donc par un côté qui est moins valeur, ouais, humain, ressenti, choses personnelles. Et une chose que je fais très souvent et qui est assez intéressante, c'est que quand je commence à travailler avec des gens, souvent la première chose que je fais, c'est que je leur demande de se présenter mmh, et je travaille avec eux la présentation. ouais, Et c'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure parce que tu m'as demandé un peu de décrire tout mon parcours, mais ce que j'aime bien, c'est essayer de creuser un petit peu avec la personne pour trouver sa valeur. mmh mh, Et par exemple, moi je sais que aujourd'hui une valeur qui est très forte pour moi, c'est la liberté.
c'est pas original, hein, et l'idée d'une valeur, c'est pas qu'elle soit originale. De toute façon, il y en a pas énormément, donc il faut aussi aller prendre ce qui existe. Bien sûr. Et en fait, ça fait aussi des présentations qui sont différentes, et donc des relations qui sont différentes. Mmh. Pourquoi? Parce que si par exemple je me présente en te disant, bah, j'ai fait Assas, puis j'ai fait le cours Florent, puis j'ai fait le CNSAD, puis j'ai fait ci. Bon, d'accord, dont acte. Mais si par contre je te dis, moi aujourd'hui, une de mes valeurs principales, c'est la liberté, et je crois que j'ai organisé, malgré moi, toute ma vie autour de cette valeur. J'ai fait des études dans lesquelles j'étais libre, c'est-à-dire que j'ai choisi une fac de droit. J'ai pas choisi une école, j'ai choisi une fac, où j'ai eu de l'autonomie très tôt. Mmh. Ensuite, j'ai choisi la liberté via le théâtre, parce qu'en fait, au théâtre, tu as une liberté folle sur le plateau. L'idée, c'est de chercher cette liberté-là et de la saisir à fond. OK. Et puis après, je suis allé vers le côté prise de parole, coaching, formation. Et là, j'ai cette liberté de pouvoir avoir mes propres clients, de pouvoir aller à droite à gauche, de pouvoir aider des personnes et que ce soit jamais vraiment le même sujet, jamais les mêmes problématiques. Mmh. Et donc aujourd'hui, je sais que j'avance avec cette valeur-là, et donc je peux me présenter à toi via ça. OK. Et tu vois, là, ma façon de me présenter, elle est différente. Et pourtant, je t'ai dit les mêmes choses que tout Ouais, à l'heure. ouais, clairement. Je t'ai énoncé quasiment tout ce que je t'ai dit tout à l'heure sur mon parcours. Mais avec cette valeur principale, qui est au cœur de ma vie, Mmh. finalement, tu comprends un peu mieux qui je suis. Et ça va peut-être réveiller chez toi des choses en me disant: «Putain, mais moi, c'est pareil. En fait, je réalise que j'adore voyager». «Ah putain, génial! Mais du coup, toi, tu fais quoi, pour voyager?» Quand tu me dis: «J'adore voyager», est-ce que c'est un truc que tu as pu faire ou que tu rêves de faire? Mmh. Clac! Et là, tu vas me dire: «Bah non, mais moi, de mon côté, je sais pas, je pars à Dubaï, on a des business là-bas, on fait des trucs», et je me rends compte que voyager via le travail, ça me motive. Ouais, Et en fait, c'est pas juste voyager pour dire: «J'ai visité tel pays», c'est la mais pour me liberté. dire: «J'ai rencontré des gens, j'ai Mmh. créé du lien». Et là, toi et moi, on se retrouve à avoir une discussion qui, je trouve, est Ouais. incroyable. Bon, je l'ai fait tout seul la discussion, mais on se retrouve à avoir une discussion qui est dingue, tu vois? Ouais. Et là, pour moi, l'humain revient. Et Ouais. donc dans ces relations et ces choses un peu où on perd un peu les relations, proches, ouais, se connecter simplement à ces choses-là. Et puis, une autre chose, c'est d'accepter un petit peu aussi ces vulnérabilités. Comme je t'ai dit tout à l'heure, enfin, tu vois, j'accepte aujourd'hui de me dire: «En fait, j'ai très peur de plein de trucs», Bien sûr. et te partager ça, je voyais bien que tu me disais, tu réagissais un peu en: «OK, waouh, putain, enfin, c'est intéressant tout d'un coup», et donc en m'ouvrant à toi sur cette chose-là, Mmh. je permets un échange plus humain. Bien sûr. Parce que j'ai simplement été honnête. Ouais. Et juste cette authenticité-là ou cette honnêteté, et ben, ça passe par, je pense, le petit courage qu'il faut pour parfois partager une chose de sa vie. De dire, bah, moi, par exemple, je sais que ma famille, c'est ce qui compte. En plus, je pourrais même te dire ça. Ma famille, aujourd'hui, c'est une des choses qui compte le plus pour moi. Mmh. Et je tiens tellement à ça que, par exemple, j'ai raté des opportunités pour être avec ma famille, tu OK. vois. Et donc, c'est OK. fou parce que ça, c'est quelque chose que j'ai un peu caché pendant des années, et aujourd'hui, je me rends compte de ça et je me dis: «Bah, ouais, si quand on se présente en disant, je sais pas, bah, ouais, j'ai monté une boîte, mais j'ai super peur et Mmh. en fait, Mmh. ça me fait flipper». Ouais. Bah, là, tout d'un coup, Connecté. l'échange Mmh. networking, il devient intéressant. Mais si Humain. on est là tous à dire: «Ouais, ouais, tout se passe bien, le business est bien et franchement, j'ai plein de clients», mais alors que t'en sais rien, ou que Ouais, grave. c'est comme si on se mettait nous-mêmes une espèce de carapace un peu fausse, et donc évidemment, faux plus faux, ça fait faux, quoi. Ouais. Ah, c'est clair. Mais moins plus moins, ça fait plus. En Et moins plus moins, mathématiques. ça fait plus. Exactement. Moins fois moins, ça fait plus, c'est Ouais. ça. Et donc ça, c'est super intéressant, le fait de se dire moins fois moins. Mmh. Si tu me partages une vulnérabilité et que je t'en partage une, bah, en fait, on se connecte parce qu'on est des humains, et c'est intéressant de voir que l'autre est pas parfait, tu vois? Carrément, carrément. Est-ce que tu as un cas client qui t'a marqué, je sais pas, Ouais. peut-être qu'il était mmh, est-ce que tu as un cas client qui t'a marqué, je sais pas, dans sa prise de parole, Mmh. comment il amenait les choses, voir un peu plus de côté humain? Ouais. Tu peux nous partager une petite histoire? Ouais, carrément. Bah, je me rappelle c'était un dirigeant d'une start-up Mmh. qui était dans l'IA, d'ailleurs. C'est une IA qui s'occupe de notes et de plein de choses. Et en fait, je tairai son nom pour l'anonymat, mais quand il est venu me voir, il me disait: «Écoute, moi aujourd'hui, je crois pas être trop mauvais en prise de parole. Par contre, c'est vrai que quand je suis avec mes équipes, j'ai un peu la sensation de je souffre de 2 choses. La première, il m'a dit, c'est que j'ai l'impression de pas forcément assez les intéresser, et donc je me mets moi dans une position un peu de devoir, ouais, créer de l'animation alors qu'en fait, je voudrais juste pouvoir leur parler». Mmh. Ça, c'est intéressant. Mmh. Et la deuxième chose, c'est qu'il me disait: «Étant donné que je suis gérant du truc, bah, je suis dans ma tour d'ivoire, et aujourd'hui, quand je leur parle, ils me disent: "Oui, oui, oui, oui", mais je sais jamais vraiment s'ils ont compris». OK. Et en fait, c'était super intéressant parce qu'on a travaillé ensemble ces prises de parole, non pas pour qu'elles soient efficaces, qu'ils soient impactants, et pour qu'ils soient le plus éloquent et un super orateur. Mmh.
Il l'est devenu. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est devenu un super orateur pour moi. Mais c'est qu'en fait, on a travaillé le fait qu'il communique plus qu'il ne parle et qu'il essaye de vraiment échanger avec les équipes. Et donc, ça voulait dire ne plus se positionner en tant que bon, bah, je vous partage des choses et faites avec, mais en essayant de recevoir un maximum Mmh. d'informations, de faire parler les autres. Et lui, du coup, quand il parlait, ses prises de parole, elles avaient un impact, malgré lui, parce que il était réellement avec les gens. Et Mmh. donc, il répondait à des problématiques. Ouais. Et après, on a travaillé, tu vois, sa façon de réagir, sa façon de répondre. Au début, il me disait, je lui posais des questions, il répondait au tac au tac. Tac, 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 ça je sais, ça je sais. Ce que j'ai fait, c'est que la première chose, c'est que je lui dis, ok, on va faire une chose, c'est qu'on va un peu prendre son temps. Mmh. Je te pose une question, tu prends 2-3 secondes pour réfléchir. C'est pas grave, tu vois, même là, le temps qu'on prend, il fait du bien parfois. Ouais. Et en fait, lui, c'était un petit peu ce dont il manquait parce qu'il avait la sensation que être efficace, c'était une preuve de professionnalisme. Mmh. Alors qu'en fait, là où il a été le plus efficace, c'est justement dans son écoute. C'est OK. dans le fait qu'il a réussi à laisser de la place aux autres. Et là, il a pu être performant. Mmh. Et ses prises de parole, donc lui, il laissait plus de temps, il laissait plus de place aux autres. On le coupait moins, paradoxalement. Ça, beaucoup de gens Mmh. se plaignent d'être coupés, mais parce qu'ils laissent pas en fait la place à l'autre de parler. Donc évidemment, Bien quand l'autre sûr. a une possibilité, il va s'intégrer dans la parole. Mais si moi je te laisse tout l'espace pour, il n'y a aucune Oui. raison que tu me coupes, tu vois. Ouais. Et donc après ça, en quelques séances, lui, il s'est rendu compte que il prenait déjà plus de plaisir à parler aux gens. Et ça, moi, c'est une donnée qui est géniale, qui est le plaisir, le plaisir, le plaisir de pouvoir parler. Et ce que j'adore, c'est quand c'est ses propres employés qui lui ont dit, euh, qui lui ont fait la réflexion, que d'eux-mêmes, ils avaient réalisé que euh, il était beaucoup plus avec eux. Et en OK. fait, il avait horizontalisé un petit peu la relation, sans rentrer dans un truc familier ou quoi. Il n'avait pas Mmh. besoin de ça. Mais tout d'un coup, il pouvait vraiment leur parler. Et Ouais. eux, ils se sentaient écoutés et ça a vraiment été utile pour eux, quoi. Bien sûr et puis même en termes de confiance, quand tu te sens Ouais, écouté, bah, tu as plus confiance en toi et en ce que tu vas dire derrière, exactement. que si tu te sens pas écouté, bah, tu vas te sentir un peu trop crispé, tu vas pas vouloir te dévoiler dans Ouais. des sentiments profonds que tu as et non, c'est super intéressant. D'ailleurs, pourquoi et comment t'en es arrivé à créer ta propre entreprise dans justement, Le nom du compte, tu veux dire? mmh, Ah, ok. attends, Ouais, vas-y. c'est quoi déjà? C'était Parle mieux. Enfin, Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, comment et pourquoi t'as créé Parle mieux, du coup? Bah, Parle mieux, en fait, l'idée, c'est que j'avais un peu cette phrase que des potes me disaient quand j'étais, des grands, par exemple, quand j'étais au collège ou au lycée, et j'entendais très souvent: «Vas-y, parle mieux, frère». Mmh, Ce mmh, truc un peu très mmh, familier: «Frère, parle mieux, là». mmh. Et du coup, j'aimais bien ce truc très, très, quotidien de «parle mieux». Et en même temps, j'ai hésité, parce qu'on entend aussi: «Vas-y, parle bien, là». Ouais. Et du coup, j'ai hésité un peu avec «parle bien» à un moment. Je me suis dit: «Ouais, les 2 peuvent marcher». Et en fait, j'ai refusé de prendre «parle bien», parce que bien parler, aujourd'hui, pour moi, ça veut rien dire. Mmh. Exemple tout simple, tu prends Macron, il y en a qui disent que c'est un très bon orateur et qui parle bien, mais si tu le mets dans un autre contexte, c'est pas forcément quelqu'un qui sait bien parler. En fait, Mmh. sa façon de bien parler, pour un public, c'est pas forcément ça veut pas dire qu'il parlera bien dans toutes les situations. Ouais, je Je vois. doute pas qu'il soit un peu un caméléon et qu'il soit très bon partout. Mais en tout cas, je veux dire que le bien parler, c'est comme imaginer qu'il y a un truc où, putain, on est super bon ou pas. Ouais. Et alors que le parle mieux, l'idée derrière, et c'est ce que j'adore, c'est il s'agit pas de parler mieux que les autres, il s'agit de parler un peu mieux que soi hier. Mmh. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé Parle mieux, c'est simplement, heu, partir de toi et essayer de faire en sorte que, de jour en jour, tu arrives à parler un petit peu mieux que tu ne parlais la veille, en fonction de toi et de tes objectifs, tu Mmh. vois? Quand je rencontre, je te dis, ce CEO qui lui me dit: «Bah, j'ai du mal à échanger», c'est pas du tout la même chose que quand j'ai je sais pas moi, un manager qui me dit, «J'ai du mal à m'exprimer, je suis très timide, Mmh. et je j'arrive pas à aligner 2 mots ou alors j'ai les idées qui vont dans tous les sens». Ouais, C'est pas le même bien travail sûr. et si je leur disais: «Parle bien» à tous les 2, ça voudrait rien dire. Mmh. Par contre, «Parle mieux», les 2, je vais les faire travailler de façon à ce qu'ils se sentent un peu plus confiants et qu'ils puissent se sentir mieux avec eux. OK. Comment tu fonctionnes du coup, concrètement? Je fonctionne assez simplement, l'idée c'est, soit en visio, soit en présentiel. Le présentiel fonctionne encore mieux, mais c'est sur des séances, ça dépend, parfois une par semaine, une toutes les 2 semaines. C'est des séances d'1 heure, 2 heures, ça va dépendre aussi de la personne et ce que je fais, c'est que souvent, je pars de ce que va me dire la personne. Mmh. On va dire que j'écoute tout ce qu'elle me dit.
souvent je pose une question, c'est ouais, enfin, bon, ça on s'en fout. Comment je fonctionne, c'est que souvent, je vais partir d'eux et ils vont me partager leurs problématiques. OK. Souvent, ils viennent me voir en me disant: «Bah, moi j'ai ci, ça, je pense que faut que je travaille l'articulation, faut que je travaille le vocabulaire, j'ai du mal à m'exprimer, j'ai les idées qui se mélangent» et cetera et cetera. Ce que je fais, c'est que déjà, je note tout ça, j'imagine un peu j'imagine un début de programme et après, souvent sur la première séance, ce que je fais, c'est un diagnostic. Mmh. C'est qu'en fait, je vais faire quelques exercices avec la personne et en faisant ces exercices, je vais faire émerger des problématiques qui sont un peu sous-jacentes. Et là, tout d'un coup, plutôt que de simplement m'arrêter sur: «Ah bah, très bien, tu veux qu'on travaille, l'articulation?» en fait, je me rends compte que peut-être il faut parler déjà de respiration. Mmh. Peut-être je me rends compte qu'il faut parler un peu de la posture du corps. Peut-être que je me rends compte que le message que tu exactement. Peut-être que je me rends compte que le message que tu veux porter, peut-être que tu l'as pas assez clarifié et qu'en Mmh. fait, il est là le souci Mmh. et cetera et cetera. Donc je fais déjà tout ce travail-là et je te dis avec quelques exercices d'improvisation ou d'exercices un petit peu préparés, toutes ces choses-là, il y a vraiment des choses qui émergent. Comme si Mmh. on faisait remonter des choses à la surface de l'eau et tout d'un coup, là, je me dis: «OK, j'ai les angles avec lesquels je vais pouvoir travailler sur lesquels je vais pouvoir travailler» et à partir de là, je construis un programme, en fait, personnalisé forcément parce que ça dépend de la personne Bien sûr. et là, je vais pouvoir au fur et à mesure des séances, un peu voir comment on avance, travailler un point. Si on n'a pas travaillé assez, on continue à le creuser et puis au fur et à mesure, on avance jusqu'à atteindre un objectif qu'on aurait fixé tous les 2. OK. Et du coup, tout ce processus, Ouais. en général, ça dure combien de temps à peu près? En général, c'est, on va dire, ça peut être entre ça va dépendre des personnes, mais tu en as en 5 séances, on voit déjà une super progression. Tu en as qui vont faire 10 séances et là, ils sentent vraiment un peu un déclic. Ça dépend vraiment de chacun. Et OK. quand on fait, par exemple, des formations en entreprise, c'est des formations qui sont sur une journée ou un après-midi et ou 2 journées, 2 après-midi, tu vois? Ça va dépendre. Le mieux, c'est d'essayer de les espacer un petit peu, qu'il y ait le temps aussi que les choses, mûrissent. Et là, en fait, comme on va être dans des groupes, on va aussi utiliser vraiment la puissance du groupe, les synergies, pour réaliser très souvent que nos problèmes, c'est nos problèmes, Mmh. tu vois ce que je veux Mmh. dire? Ouais. Et qu'en fait, on a énormément de choses communes. Et donc, à partir de là, on va aussi vraiment gagner en intensité, parce que par les exercices qu'on va faire, seul devant les autres, à plusieurs devant tout le monde, et ben là, on va pouvoir, on va pouvoir travailler encore plus en profondeur Ouais. et en un laps de temps qui est parfois un peu plus court, on va aller un peu plus loin. Mais c'est vrai que le coaching personnalisé, lui, il va aller, choper exactement les choses qui te correspondent. Les coachings et les formations en entreprise ou en école, c'est des choses que j'adore faire et où Mmh. je vois vraiment que ça fonctionne. Et c'est des choses qui sont, de l'ordre, donc je te dis, du groupe et donc on essaye de faire monter le niveau d'un groupe entier. Excellent. Voilà. Voilà ce qu'il vous reste, à faire du coup si vous avez une école, une entreprise, si vous êtes entrepreneur, infopreneur, parlez mieux. Exactement, parle mieux. Exactement. Bon, écoute, tout s'est bien passé. Ouais, excellent. Franchement, tous ces réseaux sociaux sont dans la description. Merci Évidemment, beaucoup. n'hésitez pas à aller suivre cette personne Merci beaucoup. gigantesque. Franchement, il est incroyable, même dans la manière de s'exprimer, dans la manière de parler. Vous avez pu le Ah, voir là pendant 1 heure et il me demie. flatte. Non, non, mais c'est excellent, c'est excellent. Franchement, t'es très, très bon, même enfin, tu une posture, t'as un charisme, tu C'est dégages gentil, quelque merci chose. En beaucoup. tout cas, je te recommanderais, sur 1000 personnes, en tout cas. C'était, Merci beaucoup, c'est très gentil. Et une chose que je voudrais juste rajouter, et dans ma, enfin, je sais pas exactement si ça me définit ou quoi, mais quand j'ai fait une finale d'un concours d'éloquence, du premier concours d'éloquence que j'ai fait, je me suis retrouvé au Conseil d'État, donc une salle incroyable. Et dans le jury, il y avait une femme qui s'appelle Ramayad, qui est une ancienne ministre. Et elle a dit de moi une chose qui m'a marqué et qui continue de me suivre et que je garde avec moi comme une espèce de petit doudou que j'aime beaucoup. Elle avait dit une chose qui était Monsieur Borgel ou l'humilité conquérante. Et en fait, je trouve ça merveilleux parce qu'en fait, moi, je n'aime pas l'idée que moi, je sais et je vais vous apprendre la prise de mmh, parole. Ce que j'adore, c'est justement d'accepter que je suis pas le meilleur, je cherche pas à l'être, mais on peut tous ensemble vraiment progresser. bien sûr. Et en fait, cette humilité-là, pour moi, elle est nécessaire. Et c'est ce que j'essaye aussi vraiment de partager aux personnes que j'accompagne. Voilà. Excellent. Franchement, si tu as un dernier mot, un petit conseil à dire, Ouais, aux gens, ça serait quoi? heu, ouais, un petit conseil. Le premier, en fait, le seul conseil qui me vient, c'est si vous avez envie de parler à un moment, moi, ce que j'aime le plus, c'est motiver les gens à parler.
parfois motiver les gens à accepter de se taire, c'est hyper important aussi, mais accepter de parler, se motiver à parler. Si vous avez envie de parler, tout d'un coup, je sais pas, vous avez un crush ou une crush et vous avez envie de lui dire quelque chose, allez-y, c'est déjà peut-être le début d'une prise de parole merveilleuse. Si vous avez envie de lever la main en classe et que vous le faites jamais, allez-y. Si vous êtes dans une entreprise et que souvent vous sentez que les autres parlent beaucoup et que vous restez un peu dans votre coin, peut-être que demain, c'est le moment de justement un peu essayer, juste un peu. Cherchons pas à nous faire violence, mais se motiver à parler, vous verrez que ça va vous ouvrir des portes incroyables dans la vie. Excellent. Franchement, tous les liens sont dans la description. Allez voir, allez checker. En Merci tout cas, beaucoup. Seram, j'ai apprécié notre échange. Merci beaucoup Baptiste, c'était un avec plaisir. grand plaisir. Merci beaucoup. Et Plaisir merci à partagé. Lucas qui est juste ici. Merci Lulu. Merci. Bon, à la prochaine. On se revoit très très rapidement sur StartPod. Et encore merci. Merci à toi. Ciao.